Bonsoir, j'espère que ça va bien. Coucou I'm a Brawler. Fait que j'espère que tu passes une belle semaine à date. Là, on est en milieu de semaine, puis ma review de livre, elle arrive quand même tard par rapport à d'habitude, mettons là. Ouais, j'avais le conseil d'établissement lundi, puis mardi, hier en fait, j'avais un événement. Donc voilà, puis écoute, j'avais prévu streamer jeudi, vendredi, puis ça donne qu'il y a peut-être des événements qui vont se rajouter demain. Vendredi, je sais pas, j'ai comme... Non, c'est vrai, finalement, vendredi, c'est rien, parce que finalement, c'est une affaire avec l'école que finalement, ça aura pas lieu. Mais bon, bref, on verra. On verra ce qui se passe. Mais je manque cruellement de temps pour exister. Mais j'ai quand même réussi à faire un peu de lecture quand même à mon goût. Pour ça. Puis je vais en profiter pour en jaser avec vous autres parce que pour vrai, les livres que j'ai lus, je les ai trouvés ultra pertinents. Ils étaient courts, ils se lisaient vite, mais je les ai trouvés vraiment pertinents puis vraiment le fun. Il y en a un qui est moins sérieux que les autres, puis d'ailleurs c'est par lui que je prévois commencer en fait là. Fait que je vais sans plus attendre vous montrer le premier livre que j'ai lu, donc qui s'appelle Grande retrouvaille et petite rancune. Donc je vous laisse ici, vous voyez la couverture, puis je vais vous la lire juste avant. Ma lecture présente n'est pas un roman, c'est Trois-Rivières pose sur pause, un regard sur Trois-Rivières au début du 20e siècle à travers des photos historiques de cartes postales. Intéressant. C'est très très intéressant. Fait que, bon, grosso modo, maintenant, en quoi ça consiste. Donc, je vais lire la quatrième de couverture de Grande retrouvaille et petite rancune. Donc, Julie-Pierre Perron ne garde aucun bon souvenir de ses années à l'école secondaire Le Nordais. Aucun sauf peut-être celui de son meilleur ami Charlot, envers qui, elle nourrissait des sentiments plus qu'amicaux, qu'elle n'avait pas osé lui avouer. Rejetée par ses camarades de l'époque en raison de son poids, surtout par Mariska, son ancienne meilleure amie et son copain de l'époque Jérémy, elle a laissé cette période derrière elle sans jamais se retourner. Désormais organisatrice événementielle, Julie-Pierre se fait imposer par son patron la gestion des retrouvailles de sa propre promotion. Ce qui ne l'enchante pas du tout. Bien dans sa peau et heureuse aujourd'hui, il n'a aucune envie de revoir les gens qui l'ont méprisé et intimidé autrefois. Sa seule consolation, cette réunion sera peut-être l'occasion de retrouver Charlot, qu'elle n'a pas oublié. Mais au matin de la fête, un incident menace la tenue de la soirée. Sauvé in extremis par Jérémy, les retrouvailles se dérouleront dans l'ancienne école des finissants. La soirée sera bientôt ponctuée de nostalgie, surprise, rapprochement imprévu, malaise en tout genre. Et cette fois, pas question de laisser les vieilles rancunes au placard pour un autre 15 ans. C'est un livre qui est écrit par Andréane Dufault, qui est ma collègue de travail qui écrit des livres, puis qui est prof de français à mon école. Donc, c'est de la chiclite, comme tous les romans qu'elle écrit. C'est vraiment la seule autrice qui arrive à me faire lire ce style d'écriture-là, puis ce style de livre-là. Ça se lit simplement, c'est écrit gros quand même, donc ça se prend très bien. C'est super le fun, puis là, elle commence à creuser comme une espèce de petit lore à travers ses histoires, parce que là, le personnage de Jérémy, on l'a déjà vu dans sa saga Amour, suppléance et autres catastrophes, puis on voit l'évolution qu'il y a eu entre, parce que bon, le Jérémy de Amour, suppléance et autres catastrophes 3, puis celui dans ce livre-là est complètement différent, fait que ça fait un petit peu du bien. Donc voilà. Avec les notes que j'avais prises. Donc, première chose que j'ai notée, la fibre féministe de l'autrice est déjà sortie au début via les espoirs de Julie-Pierre de se reconnaître à sa valeur et en se faisant confier l'organisation de festivals saguenéens plutôt que des événements comme des showers, des retrouvailles et des mariages, bref, des choses qui ne l'allument pas. Mais son patron ne lui fait pas confiance malgré les preuves qu'elle fait. Rien d'inhabituel dans une société patriarcale. Donc, l'autrice est quand même très féministe dans la vie, puis elle aime ça plugger dans ses histoires sans que ce soit le point central, des références au féminisme un petit peu. Genre des choses comme par exemple, oh wow, c'est donc bien sexy quand quelqu'un demande le consentement. Tu sais, des petites choses comme ça, là. Salut maman Jou. Donc ça, on apprécie ça, puis il y en a pas mal tout à l'intérieur du livre, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, sinon, mes prochains commentaires, je reconnais dans le petit échange entre Jérémy et Julie-Pierre des références à l'école où on travaille. Donc, tu sais, ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que, tu sais, la description de l'école ressemble fortement à des choses qu'il y a dans la mienne, sans nécessairement la nommer, là. Mais j'avais trouvé ça drôle, j'étais comme, c'est ça. J'avais lu ça. Fait que, voilà. Puis sinon, à part de ça, j'avais dit putain, mais les malheurs qui frappent, genre c'est une combinaison de tous les faits qu'on peut imaginer quand on est une planificatrice d'événements. Et gosh, Mariska est insupportable. Genre vraiment, Mariska, elle est écrite pour être insupportable. Genre vraiment, là, l'ado, petite tabarnak, mais que elle a 30 ans et passé maintenant.
C'est ça. Wow, les références à Amour, Suppléance et autres catastrophes 3 avec Jérémy Roussel pleuvent, il a vraiment changé. Si on a lu le premier livre, ça remet en perspective notre façon de voir le personnage, mais en même temps, les apparences au départ sont bien peu différentes. Sinon, je me permets de la réflexion à savoir s'il aimait le défi comme il le prétend. Est-ce que Julie Pierre est un autre défi à cause de sa popularité? On sait pas. Ok, wow, je ne m'attendais pas à la fin de section. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire pour pas spoiler. Fait que celle qui a clairement pas maturé après le secondaire, genre exactement, mais qui est encore celle qui a l'air de la fille populaire. Tu sais, là, la fille canon du secondaire, que tous les gars voulaient sortir avec, puis qu'elle a encore l'attitude quand elle avait 16-17 ans. C'est basiquement comme ça qu'elle est présentée. Mais genre que sa popularité c'était bien cool, mais qu'elle s'est pas épanouie en tant que personne après ça. Puis tu sais, le personnage de Mariska, genre, est en naissance de divorce, elle a des enfants, elle travaillait pour son mari qui avait une compagnie. Genre, tu sais, vraiment la femme qui n'a existé que derrière l'ombre de son mari. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais qui a là pour avantage d'être belle, tu sais. Tout simplement. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, le résumé de la 4e de couverture donne à peu près l'histoire. Puis vraiment, tout le long de l'histoire, c'est vraiment genre, ça se passe sur quelques heures, là, sur une soirée quasiment. T'organises un événement. Puis là, il y a des péripéties qui se déroulent. Des improvisations, un concours de talent improvisé, la cuisine qui brûle, fait qu'il faut commander de la pizza. Tu sais, vraiment plein de malheurs puis de péripéties que t'aurais pas... que tu te dis... Genre, la planificatrice d'événements, si elle se retrouve pognée avec ça sur le bras, c'est la pire affaire au monde, là. Fait que le traiteur qui était pas bon, etc. Puis c'est inspiré de faits réels que l'autrice a racontés. Donc... comme d'habitude, narration du point de vue de Julie Pierre à la première personne. C'est un trope du triangle amoureux, bien entendu. Et on a l'espèce... Puis c'est un mélange, par exemple. Il y a un côté du triangle, c'est Enemies to Lover, puis l'autre, c'est Friends to Lover. Fait que les deux se mélangent pas mal. Sinon, inspiration, c'est des retrouvailles du secondaire, des anciens amis, des anciens ennemis. Les événements sont inspirés des propres retrouvailles d'Andréane. Où est-ce qu'elle était enceinte, puis elle pouvait pas boire, puis elle s'est mise à observer le monde autour d'elle, puis à faire « Ouais, les gangs d'autrefois se reforment. Il y a des comportements qui reviennent. Il y a des niaiseries qui se font encore. Il y en a qui ont réglé des vieilles tensions. Elle s'est dit, les clans, les gangs d'autrefois se reforment. Fait que tout le monde retrouve sa place originelle. Puis elle s'est dit, bon, je pourrais faire un livre avec ça. Fait que c'est inspiré de ça. Le personnage de Charles Olivier s'est inspiré de Paul Journet, un journaliste de la presse. Julie Pierre, c'est un mélange de plusieurs influenceuses parce qu'il faut savoir qu'elle est influenceuse Instagram, créatrice de contenu aussi. Une influenceuse qu'on appelle plus size, c'est-à-dire des femmes influenceuses qui sont pas dans les standards de beauté nécessairement parce qu'elles ont un surpoids. Puis, plus précisément, même si c'est plusieurs, c'est Alicia McCarville qu'elle m'a nommé quand je lui ai demandé. Puis Monsieur David, le prof cringe, s'est inspiré d'un certain Monsieur Danick qui était un ancien prof. C'est genre le prof qui veut être cool puis qui va aux retrouvailles puis qui veut se faire aimer des élèves. Tu sais, un peu cringe là. C'est ça. Le traiteur puis la pizza, en fait, c'est que le traiteur, à l'époque, s'était trompé de date, puis il a fallu commander des pizzas à la dernière minute, qui est réellement arrivé à 22h du soir. Fait que bon, voilà. Sinon, l'objectif du livre de l'autrice, c'était de créer de la nostalgie puis de se faire plaisir en repensant à son secondaire et à son adolescence. Fait que ça, c'est pour la partie contexte d'écriture et tout. Puis, sinon, quand j'avais demandé, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi d'avoir un personnage qui est en surpoids, elle m'a juste répondu pourquoi pas. J'ai dit parfait, c'est une réponse extrêmement satisfaisante. On est habitué d'écrire des personnages dans les standards de beauté comme on se plaît à les imaginer, mais elle de son côté ce qu'elle m'avait dit c'est pourquoi faire ça, puis tu sais au final quand tu regardes ça, elle est encore en surpoids à l'âge adulte, genre vraiment, puis elle vit une histoire d'amour de la même manière qu'on aurait imaginé n'importe quelle personne dans les standards de beauté en vivre une, tout simplement. Fait que de ce côté-là, ça fait différent. Puis elle-même, elle m'avait déjà dit qu'elle avait déjà été complexée beaucoup par son poids. Puis que ça lui faisait du bien, en fait, d'écrire un personnage comme ça qui avait le droit aussi de vivre une histoire d'amour de la même manière que, mettons, la fille canon du secondaire, par exemple. Fait que, moi, je trouvais ça très satisfaisant comme réponse. Puis, sinon, pour le reste, je dirais que l'histoire, en fait, elle se déroule très très rapidement. En fait, là, je veux dire, t'as Jérémy Roussel qui est vraiment genre qui trippe sur Julie Pierre puis qui essaye de l'attirer, mais qui est un peu excentrique, un peu immature sur le side, mais qui était l'intimidateur au secondaire puis qui finalement se rend compte qu'il la trouvé intéressante, mais qui l'intimidait parce que les autres l'intimidaient. Puis t'as Charles Olivier qui était son ami, qui est en amour avec elle, mais qui se le sont jamais avoués, puis qui est revenu. Puis là, elle a comme un peu genre le choix de avec qui qu'elle se dirige. Est-ce qu'elle préfère avec Jérémy? Est-ce qu'elle préfère avec Charles Olivier? Tu sais, c'est ça la question. Fait que ça va être un petit peu le dilemme qu'elle va vivre, puis la fin de l'histoire va déterminer c'est quoi qu'elle va choisir à la fin. Donc,
ça, c'est une belle affaire. Mais je vous révèle pas la fin parce qu'il y a une twist qui est vraiment cool. Genre, je m'attendais zéro à ça. Je crois que j'aurais jamais pu être plus surpris que ça. Genre, si tu m'avais dit, genre, essaye d'anticiper la fin, j'aurais pu demander à ChatGPT, puis il aurait jamais trouvé. Genre, j'aurais dit, sors-moi toutes les théories possibles avec cette histoire-là sur la fin potentielle. ChatGPT aurait même pas pu l'anticiper. Donc, pour vous dire. Après ça, vous allez me dire que ChatGPT est pas si intelligent que ça. Je suis convaincu qu'aucune IA aurait pu penser à cette idée-là. Donc, pour moi, c'est très cool. Fait que si vous êtes des amateurs de Chick Lit d'une manière ou d'une autre ou pas, ben vous pourriez vous retrouver carrément dans ce roman-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après ça, par exemple, ben tu sais, ça reste une histoire, pas d'amour, mais tu sais, vraiment genre la littérature romantique un peu, mais pas à l'excès. C'est vraiment genre de la vie quotidienne avec une rencontre amoureuse et tout. C'est vraiment son style habituel. Faut vouloir, faut apprécier. Mais je comprendrais parfaitement que ce soit pas nécessairement du goût de tout le monde non plus. Même moi, en tout cas, c'est clairement du mien. Puis à date, je pense que c'est mon livre préféré parmi ceux qu'elle a écrit. Je pense que c'est pas mal mon préféré. J'avais beaucoup apprécié les autres un petit peu, là. Tu sais, je veux dire, puis ce qui est le fun ici, c'est que contrairement aux autres livres de Chick Lit, on n'a pas un personnage qui est maladroit. Que les fails qui se passent sont à cause d'elle. Non, c'est vraiment genre les événements qui tombent tous dessus puis qu'elle essaie de gérer comme une vraie boss. Fait que ça, au moins, c'est quand même cool. Que c'est quand même très rapide parce que pour le reste, je pourrais pas trop vous en dire plus sans vous révéler la suite des choses. Par contre, on va avoir beaucoup plus de choses à dire sur mon prochain roman qui est Pourquoi est-ce que Lick et Evan ne deviennent pas médecins. Donc, petit résumé de la 4e de couverture. Saviez-vous qu'en milieu carcéral, les activités religieuses jouissent d'une grande popularité parmi les détenus? Que pendant la pandémie de COVID-19, les taux de suicide ont connu une chute spectaculaire au Québec comme ailleurs? Que les joueurs de hockey professionnels naissent généralement au premier trimestre de l'année, ou que les personnes prénommées Kevin sont moins susceptibles de faire des études en médecine que les autres. Ces faits peuvent être établis statistiquement et expliqués quand on les examine à travers la loupe des sociologues. Bon vulgarisateur et habile conteur, Étienne Guertin-Tardif enquête sur un ensemble de faits étonnants. Il invite le lecteur à remonter avec lui jusqu'à la source du mystère au fil des pages de ce livre, qu'on ne referme pas sans se sentir un peu plus intelligent. Donc, grosso modo, c'est un livre qui est divisé en 6 grands chapitres, que c'est en fait 6 résumés d'études, théories sociologiques et tout, qu'on nous explique très rapidement. Genre peut-être une 30-40 de pages gros top. Fait qu'on nous explique un peu le contexte, comment est-ce qu'il en est arrivé à cette conclusion-là, pourquoi, puis c'est quoi les études qu'il a faites, l'exploration, etc. Fait que tu sais, ça cite un petit peu ses sources quand même, mais c'est pas des thèses de doctorat. Fait que c'est très très accessible. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelque chose, ok? Je vais vous expliquer un petit quelque chose pour que vous compreniez, puis on va partir en fait de l'affaire des joueurs de hockey, pour que vous le compreniez bien. Puis je vais vous résumer à peu près qu'est-ce que les autres ont à dire avec ça. Bon. Donc la théorie, c'est les joueurs de hockey naissent au premier trimestre. Bon, ça c'est clair. Pourquoi ça donne que les joueurs de la NHL sont nés au premier trimestre en grande partie? Pourquoi? C'est quoi le hasard? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ils ne seraient pas nés équitablement partout en année? Non. La statistique nous dit que 40% des joueurs de hockey naissent au premier trimestre de l'année. 40%, c'est énorme. Tu sais, ça laisse 9 mois pour 60% du reste. Puis, plus que tu avances vers la fin de l'année, moins est-ce que tu as de joueurs qui naissent là. D'après vous, ce serait pour quelle raison? Mettons que je vous pitch ça de même avant de vous le dire. Pourquoi est-ce qu'ils naîtraient tous au milieu du trimestre? Pourquoi ça donnerait que les joueurs de hockey professionnels seraient repêchés, puis quand ils sont repêchés, ça donne qu'ils sont nés au premier trimestre de l'année en grande partie? Est-ce que le nombre de mois fit? Est-ce que ça fit en nombre de mois? D'arriver au mois de janvier, mettons, à partir de, mettons, maintenant. Avril, attends un peu. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, techniquement, c'est possible si tu commences au début des séries. Ok. C'est pas ça, mais ils ont eu la piqûre du hockey en recevant des billets pour aller voir. Non. C'est même pas ça. J'y vais avec ça. Pour expliquer ce phénomène, prenons un exemple. Supposons que vous inscriviez votre neveu Samuel, âgé de 5 ou 6 ans, dans l'équipe de hockey locale de votre municipalité.
Comme pour la plupart des sports d'équipe, les joueurs de hockey sont regroupés en fonction de leur âge. Au Canada, les hockeyeurs nés entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année sont classés dans la même catégorie, et c'est là où le bas blesse. Votre neveu Samuel a le malheur d'être né en novembre. Il sera l'un des joueurs les plus jeunes de son équipe, voire de sa cohorte. Il jouera aux côtés de garçons qui ont 9, 10, voire 11 mois de plus que lui. Si ces quelques mois ont un impact immense sur la perspective d'évoluer un jour dans une équipe professionnelle, c'est parce que notre motricité, notre force musculaire et notre agilité évoluent très rapidement pendant l'enfance jusqu'à la fin de la puberté vers l'âge de 15 ou 16 ans. Nos compétences physiques et mentales sont fortement liées à notre âge. Tous les parents ont remarqué à quel point leur enfant de 4 ou 5 ans peut accomplir des progrès importants en seulement quelques mois. Ces deux jeunes joueurs de hockey identiques en tout point, à l'exception de leur date de naissance, étant en compétition l'un avec l'autre, c'est assurément le plus âgé qui se ferait remarquer. Il patinerait plus vite, manierait son bâton avec plus d'assurance en raison du temps supplémentaire dont il aurait bénéficié pour développer ses habiletés. Par conséquent, ses atouts liés à l'âge augmenteraient ses chances de recevoir des encouragements de son entraîneur, de participer à des camps de perfectionnement, d'évoluer dans des équipes de haut niveau et de se mesurer aux meilleurs joueurs de sa catégorie. Il lui procurerait des avantages cumulatifs tout au long de son parcours, à l'image d'une boule de neige qui grossit et roule de plus en plus vite en dévalant d'une pente enneigée. L'écart se creuserait peu à peu avec ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cet avantage initial, être nés un peu plus tôt que les autres. Évidemment, ces différences physiques et mentales liées à l'âge s'estompent avec le temps. Elles sont évidentes en début de parcours, mais s'évaporent presque complètement après la puberté. À ce moment-là, toutefois, les dés sont déjà jetés. Dès l'âge de 15 ou 16 ans, les joueurs nés en octobre, novembre ou décembre sont pour la plupart exclus de la course. D'abord parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être étiquetés comme talentueux par les entraîneurs et les recruteurs, mais aussi parce qu'ils ont réalisé eux-mêmes qu'ils n'avaient pas ce qu'il faut, entre guillemets, pour jouer dans les plus hauts niveaux. C'est pourquoi les joueurs nés durant le dernier trimestre de l'année, comme votre neveu Samuel, ont beaucoup moins de chances que les autres d'être propulsés dans la spirale ascendante du succès. Pas en raison de leur talent, mais en raison de la mise en place d'une date d'entrée complètement arbitraire. Je continue. Donc, au début des années 60, des chercheurs britanniques ont fait une découverte pour le moins préoccupante. Les enfants nés en été obtiennent généralement de moins bons résultats scolaires que leurs pères. Frappés par ce qu'ils venaient de découvrir, ils ont pensé que ces derniers étaient atteints de troubles cognitifs. Leur fœtus s'étant développé pendant les mois d'hiver, n'avait-il pas été exposé à de multiples infections affectant leur capacité intellectuelle? Selon les chercheurs de l'époque, la clé d'énigme reposait nécessairement dans leur cerveau. Depuis les années 80, nous savons que ces difficultés ne sont pas liées aux capacités intellectuelles des enfants, mais plutôt à la différence d'âge que ceux que nous appelons les bébés de la classe ont avec leurs camarades. Ce phénomène, que les chercheurs appellent l'effet d'âge relatif, fait que les individus les plus âgés d'une cohorte bénéficient d'avantages liés à leur maturité physique ou cognitive. C'est parce qu'ils sont intellectuellement moins matures que les enfants nés en juillet, en août ou en septembre, qui, eux, rencontrent des défis supplémentaires sur les bancs d'école. Ils ont plus de difficultés à se concentrer, à comprendre les consignes des enseignants et à se plier aux règles de la discipline. Un récent rapport publié en Angleterre dévoile même que les enfants nés dans le mois précédent la date d'entrée en classe ont 20% moins de chances d'étudier à l'université que leur père. Il mentionne aussi que si tous les enfants anglais avaient la même chance d'aller à l'université que ceux nés pendant le premier mois de l'année scolaire, il y aura environ 12 000 entrées supplémentaires par cohorte. Ce qui est étonnant, c'est que bien que l'impact de l'âge relatif a été largement documenté en Europe comme en Amérique, celui-ci ne semble pas toujours être pris en considération dans le milieu scolaire, notamment au Québec. Dans une recherche d'envergure parue en 2023, des chercheurs québécois ont découvert que les risques pour un enfant d'avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention dépendent grandement de son mois de naissance. En effet, plus la date de naissance d'un enfant s'éloigne de la date d'entrée à l'école, fixée au 30 septembre, plus il est probable qu'il reçoive un diagnostic de TDAH. En examinant les données médicales de près de 80 000 jeunes qui ont grandi au Québec entre 1996 et 2005, les chercheurs ont montré que les enfants nés en septembre, c'est-à-dire les plus jeunes de leur cohorte, ont un des taux de diagnostic de diagnostic et de médication de TDAH 35% plus élevé que les élèves nés en octobre. La progression est linéaire, sans point de rupture. Donc voilà. Fait que, je me demande si ceux qui sont un peu plus grands de taille, enfin, ne seraient pas également plus avantagés. Absolument, c'est juste que quand t'es plus vieux, ben t'es généralement plus grand aussi. Fait que, c'est vraiment ça, en fait, l'enjeu au complet autour de ça. C'est vraiment que, dans les faits, là, l'histoire, là, ce qu'on doit en comprendre, c'est que c'est l'âge qui fait la différence. Fait que t'as une meilleure capacité physique, meilleure capacité cognitive, puis paf, grâce à ça, tu te fais remarquer davantage. Puis ils ont fait l'expérience éventuellement de changer l'année de recrutement. Puis, t'as un petit peu... C'est ça. Ils ont fait une différence aussi à un moment donné aussi. On a fait ça. Checkez bien ça.
Je n'ai pas attendu longtemps avant de poser la question dans ma salle de classe. Pourquoi les joueurs de hockey naissent-ils généralement au début de l'année? Parce qu'il est prof de sociologie au cégep Marie-Victorin. Je voyais dans cette énigme l'occasion de démontrer la puissance des forces invisibles qui pèsent sur nous. Je me souviens d'une étudiante qui s'est approchée de moi à la fin du cours pour m'interpeller. Monsieur, que se passerait-il si on modifiait subitement les dates d'entrée au hockey? Même si cette question me semble insoluble, je l'ai trouvée particulièrement pertinente. Est-ce que les visages des joueurs qui composent nos équipes professionnelles changeraient radicalement? Est-ce que les chances de votre neveu Samuel, né en novembre, devienne un joueur hockey professionnel, augmenteraient significativement? Et si oui, comment le prouver? Dans le cadre d'une enquête portant sur le hockey mineur au Québec, le chercheur en sciences de l'activité physique Frédéric Lavoie a étudié la répartition des mois de naissance pendant une période bien particulière, celle où les dates de formation ont été temporairement alignées sur celles du système scolaire. Alors que les cohortes sont habituellement composées des hockeyeurs nés entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année, il y a une période de 6 ans, entre 2002 et 2008, où elles ont eu lieu du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Soudainement, les hockeyeurs nés en octobre, novembre ou décembre sont devenus les plus âgés de leur cohorte, là où ils étaient auparavant les plus jeunes. Que s'est-il passé? Si on jette un coup d'œil sur les résultats, on constate que le graphisme, en fait, montre ceci. Salut FM QC. T'sais, contrairement à l'autre où c'était vraiment genre progressif, on voit que les plus âgés, ben, c'est eux autres qui se font le plus recruter. Fait que, c'est ça qu'on constate. Fait qu'il y a une différence carrément. Plus de 35% des joueurs célébraient leur anniversaire au cours du dernier trimestre de l'année. Donc, puis plus qu'on se rapproche dans le sens inverse, plus ça diminue. Fait que c'est vraiment l'âge, en fait, et la maturité, les capacités de l'enfant. Puis le fait que d'avoir 11 mois de plus, ben ça apparaît au bout sur un enfant. Puis c'est pendant ce temps-là que les camps sont recrutés. C'est là qu'on fait passer au niveau supérieur. C'est là qu'on détermine si tu peux aller, mettons, au midget 3A, si tu peux être repêché dans la LHJMQ, etc. Fait que tous ces genres de choses-là paraissent beaucoup. Après ça, c'est pas systématique, mais ça reste quand même 40%. Fait que ça, c'est un phénomène que je trouve très, très, très intéressant. Fait que, sinon, voilà l'introduction, ça c'est bon pour ça. Sinon, réflexion intéressante. Bon, vous allez, c'est ça, vous allez bien aimer ça. La première étude qui est faite dans le vrai chapitre, c'est au chapitre 5 qu'on va en parler de celle-là. La première énigme que l'auteur tente de résoudre, c'est pourquoi est-ce que les prophètes de sectes religieuses vont aux toilettes en cachette? Et là, je vous entends, puis vous allez me dire, ils font ça? Hein? Quoi? Pourquoi les prophètes vont aux toilettes en cachette? D'après vous, mettons, j'aimerais ça entendre vos théories, pourquoi ils font ça? Parce que là, évidemment, parce qu'on s'entend sur quelque chose. Si les prophètes vont aux toilettes en cachette, bon, on le sait qu'il va nous le prouver que c'est bel et bien le cas. La question, c'est d'après vous, pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est nécessaire? Je veux dire, ouais, ben c'est ça, vous avez toute la même tronche en ce moment et je vous comprends. Mais pourquoi ils font ça, hein? Parce que le phénomène existe pour de vrai, hein? C'est pas pour ça, non. C'est pas pour ça. C'est une théorie, par exemple, qui est intéressante, mais c'est pas pour ça. J'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous connaissez la sexualité des prophètes religieux dans les 5 grandes religions? Maman Joute a un très bon début de réponse pour ne pas paraître un humain ordinaire. C'est ça. Parce que si vous y pensez convenablement, là, est-ce que vous connaissez la sexualité des personnages bibliques? Des personnages du Coran? Des personnages de la Torah? Est-ce que vous connaissez la sexualité de Bouddha? Non. En fait, là, la sexualité, c'est quelque chose qui est de la chair, c'est normal, c'est humain ordinaire, justement. Puis c'est précisément là qu'elle est. Tu sais, ce que j'avais noté comme résumé, en gros, c'est... Ici, on se concentre sur une réflexion concernant les prophètes et l'aura qu'ils dégagent. Les prophètes religieux, donc les gourous, sont perçus par leurs adeptes. Un sociologue s'est interrogé sur comment les gens se détournent des prophètes, puis c'est quoi les événements qui font en sorte que les gens décliquent, puis que finalement, les prophètes perdent leur aura aux yeux des gens. Il faut savoir que les prophètes, même au sein de l'Église, on ne parle jamais de leur sexualité. C'est un des premiers indices qui nous fait comprendre que pour les rendre extraordinaires, on ne doit pas les mettre dans des situations ordinaires. Un exemple cité est lorsqu'une femme a vu danser le prophète John de Ritter, qui est aujourd'hui accusé de viol. Il était un mauvais danseur. Elle l'a croisé au cinéma dans une situation ordinaire. Puis à un autre moment, elle nomme qu'il s'est embourbé pour célébrer un mariage. Fait que le genre de choses qui arrivent aux gens ordinaires. Une personne extraordinaire ne fait pas d'erreur, et ça détruit l'aura, en fait. C'est vraiment une manière de lisser l'image, exactement. Et il n'y a rien de plus ordinaire dans la vie que d'aller aux toilettes. Genre, soyons francs. Fait que t'es pas supposé d'aller aux toilettes, puis que quand tu sors de la cabine, il y a quelqu'un qui t'a entendu te vider les intestins, par exemple. Fait que
tout ce qui relève de la sphère privée, ben, voilà. Puis, ça rend ordinaire, puis ça enlève le charisme si tu imagines une célébrité que t'aimes aller aux toilettes. Genre, pensez-y 2 secondes, pensez à votre idole, puis imaginez-la aller aux toilettes. T'sais. C'est exactement le même principe qu'une fille qui pète pas, exactement. Puis tu sais, quand on dit nul n'est prophète en son pays, ben ça peut expliquer pourquoi Jésus n'a pas accompli grand-chose à Nazareth auprès des gens qui l'ont connu quand il était petit, et ont donc vu son côté réellement humain. Parce que quand on regarde les miracles de Jésus, ça s'est pas mal plus passé à Jérusalem que d'autres choses. Fait que si on y va, mettons... Avec 79 à 81, t'as peu... Ok, non, c'est pas... Ok, non. Et pas ici, c'est une autre page. Ok. Donc, j'y vais avec ça, justement, un petit passage que je m'étais donné à lire. Dans la présentation de soi, le sociologue Erving Goffman compare la vie sociale à un théâtre. Il avance que tout comme les comédiens, nous travaillons sans relâche à dégager une image bien particulière en public afin que celle-ci corresponde au rôle que nous souhaitons incarner. Prenons l'exemple d'une femme qui travaille comme serveuse. Avant de se glisser dans le décor du restaurant, elle soigne sa coiffure, enfile son uniforme. Aussitôt qu'elle est sur scène, elle adopte une attitude qui convient au personnage qu'elle incarne désormais. Elle ajuste sa posture, sourit aux clients et leur sert les mêmes répliques jour après jour, à commencer par la plus classique « Comment allez-vous ?» Après son 38e client de la journée, il est permis de penser qu'elle n'attend pas impatiemment de recevoir une réponse. Lorsqu'elle va en arrière pour annoncer au cuisinier ce qu'il doit préparer, la serveuse peut décrocher quelque temps de son rôle. Dans cette coulisse réservée au personnel, elle relâche sa posture, se grille une cigarette, pèse contre les clients désagréables, se cure le nez, grignote une collation, abandonne le sourire. Pourtant si naturel qu'elle affichait quelques instants plus tôt. De la même manière, John de Ritter joue lui aussi un rôle, celui de l'homme charismatique. Devant ses adeptes, il incarne ce personnage exceptionnel qui a toujours la pleine maîtrise de ses moyens, ou presque. Car dans le monde social, il nous arrive de commettre des impairs qui nous plongent dans l'embarras. Notre serveuse peut oublier le contenu de sa dernière commande, perdre son calme à une table ou être surprise en train de se servir discrètement dans la portion d'un client. Elle peut trébucher, renverser le contenu d'une assiette, faire publiquement étalage de son chagrin, comme un acteur qui perd pied devant son public. Elle perd alors momentanément toute crédibilité. Par la suite, elle parviendra peut-être à relativiser son malheur en se remémorant le jour où elle a surpris son patron en train de visionner un film porno dans son bureau. Je ne le verrai jamais plus de la même manière, se confiera-t-elle à un collègue en lui relatant cette histoire. Lorsqu'il y a un décalage entre le comportement constaté et le comportement attendu, nous éprouvons fréquemment de la honte ou de la nervosité. Les erreurs de mise en scène peuvent même entraîner des conséquences fâcheuses pour ceux qui les commettent. Espérons que ce jour-là, notre serveuse n'a pas perdu son emploi en plus de sa dignité. Cela dit, de tels incidents, le plus souvent, sont accueillis avec des éclats de rire. Vous remarquerez que l'humour repose essentiellement sur l'effet de surprise. Dans beaucoup de cas, le rire est une réponse à un décalage qui apparaît entre l'impression que nous aimerions dégager et l'impression que nous dégageons réellement dans une situation donnée. Ce qui nous ramène au cas du supposé prophète. Lorsqu'il se met à danser comme un pied, à afficher sa confusion lors d'un mariage ou son embarras dans une salle de cinéma, John de Ritter ne dégage plus l'image d'un prophète. Ses comportements laissent penser qu'il est une personne ordinaire alors que son personnage est réputé extraordinaire. Ça n'implique pas que John de Ritter soit un imposteur, mais plutôt que même les prophètes doivent se conformer à l'idée que nous en avons s'ils souhaitent être reconnus comme tels. Rappelons ce que soutenait Weber, le charisme est relationnel, et en dépit de ce que nous laisse entendre le dicton, l'habit fait le moine. Le monde social repose tout entier sur les apparences, mais les expressions populaires ont aussi raison à leur façon, car, nous l'avons déjà vu, les apparences sont parfois trompeuses. Ils font tout un plan lorsqu'une personnalité ou un cadre important est annoncé au boulot. Je dis, bof, il va aux toilettes comme tout le monde. Non, il va aux toilettes comme tout le monde, exactement. Il pisse, il chie, il pète, il rote. Voilà. Fait que ça, c'est pour les prophètes. Maintenant, la deuxième affaire, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que nos ancêtres ne sourient pas sur les photos? Oui, vous l'avez sans doute toutes remarqué. Pourquoi est-ce que sur les vieilles photos, les gens sourient pas, hein? Vois-tu, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça. C'est une théorie qui a même été avancée par l'auteur, mais qui a démenti par la suite. Ça a peut-être été vrai pour un temps, par exemple, parce que c'est vrai que les appareils, ça leur prenait du temps pour récupérer la lumière, là. C'est effectivement pour ça. Le sourire est associé au fait d'être con, parce que ça donne des bons gags à Seth MacFarlane. Ouais. Dans les photos, il y a un phénomène relativement récent. Oui, effectivement.
Donc, dans le fond, parmi les théories pour répondre à cette question, il y a les limites techniques des appareils photo qui nécessitent du temps d'exposition, donc impossible de garder le sourire longtemps. L'autre théorie était que c'était une norme pour ne pas afficher la dentition qui laissait souvent à désirer à l'époque. Or, on sous-estime grandement les capacités technologiques de l'époque et les capacités de montage qui existaient. On a découvert que c'est plus compliqué que ça parce qu'on voit des enfants sourire sur des photos d'époque quand même, et ce n'est qu'à partir des années 30 qu'on a commencé à voir des sourires sur les photos. En fait, il faut savoir que le rire était condamné par l'Église catholique et qu'il y a eu des débats théologiques sur si Jésus riait à son époque. On en revient aux choses que les humains font au quotidien qui désacralisent les prophètes de extraordinaire à ordinaire. Ajoutons à cela que des études sur la signification du sourire dans divers pays ont démontré qu'il n'a pas la même signification. En Occident, le sourire est signe qu'une personne est heureuse, alors que dans des pays plus corrompus, c'est signe de sournoiserie et de malhonnêteté. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les sourires sont mal vus en Russie. C'est fait intéressant. Merci de vouloir joindre le Discord FM. N'oubliez pas de confirmer les règles et de choisir les rôles qui te conviennent. Donc, et même en Occident, on considérait que le sourire était le signe d'une personne un peu niaise et que se faire photographier, c'était quelque chose de rare et d'exceptionnel. Il fallait que la photo qui soit capturée ne donne pas l'air niais, mais plutôt noble, ascendant, fort, puissant, etc. D'ailleurs, c'est le même principe avec les peintures. Un gros élément du roman, le nom de la rose que Jésus n'est jamais montré riant. Oui, c'est vrai. L'explication que nous fournit l'auteur est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu un relâchement des mœurs et les gens sont devenus de moins en moins coincés. Ils affichaient leurs émotions publiquement et le sourire est devenu dans l'espace public une expression authentique de ce qu'ils ressentaient. Les gens se sont aussi mis à parler de choses plus intimes aisément et c'est aussi à cette époque qu'on a commencé à avoir de l'érotisme au cinéma. Quant à la photographie avec le sourire, elle s'expliquerait par la révolution industrielle qui a rendu la photographie amateur accessible grâce à la technologie. Ce faisant, les gens qui se photographiaient le faisaient dans des moments de détente et n'avaient donc plus besoin de faire appel à des professionnels qui étaient encore enfermés dans les règles de bienséance. C'est donc la classe moyenne avec la photo amateur qui a commencé à sourire, puis ça finit par se répercuter dans la photo professionnelle qui n'était désormais utilisée que dans des occasions spéciales comme les baptêmes, les mariages, et ajoutant à cela la montée du cinéma muet qui, sans dialogue, n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers l'expression des émotions, quitte à les exagérer. Donc, on voit que dans la culture, des gens sourire en gros plan. Tout simplement. Sourire, c'est pour les woke, dans le fond. Exactement, ouais, c'est pour les woke. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je m'étais donné un passage à vous lire, justement, pour l'expliquer correctement. Donc, une précision s'impose ici. Le sourire est loin d'être la seule expression faciale que l'on retrouve de nos jours sur les photographies. Pensons aux photos d'identité, aux portraits de rappeurs ou encore aux égaux portraits où les modèles choisissent de poser la bouche entrouverte ou en arborant un duck face, une mimique qui consiste à pousser exagérément les lèvres vers l'avant à la manière d'un canard. Dans l'industrie de la mode, l'absence de sourire est quasiment la norme. En étudiant près de 14 000 photos de magazines prestigieux tels que Vogue ou Elle, la sociologue Elise van der Laan a constaté que 87% des mannequins ne sourient pas. Cette tendance se remarque aisément lors des défilés de mode où les top modèles défilent avec sérieux sur le podium. Pour expliquer cette curieuse habitude, Van der Laan explique que les designers souhaitent mettre en valeur les vêtements et leurs créateurs. En affichant un air neutre et anonyme, les mannequins évitent de détourner l'attention des gens qui observent leur tenue. Fait intéressant, dans l'ensemble, les photographies de mode considèrent que leurs modèles ont l'air plus distingués lorsqu'ils arborent un visage sérieux. Cette expression départage le mannequin engagé par des maisons de haute couture de celui qui travaille pour des marques ou qui pose pour des magazines de mode moins prestigieux. Difficile de ne pas penser à cette scène du film Sans filtre du réalisateur suédois Robin Östlund, dans lequel un intervieweur demande à un modèle sur le point d'être photographié si un casting pour une marque qui fait la gueule ou pour une marque qui sourit. La réponse du mannequin étant évasive, l'intervieweur lui explique que les marques souriantes sont souvent bon marché et que plus une marque est chère, plus on va mépriser le client. Bien que le monde social soit en proie à une mutation constante, il faut se rendre à l'évidence, certaines idées persistent plus longtemps que d'autres. Donc, ce qui me ramène à notre point de départ, qu'en est-il du portrait de famille que m'a remis ma grand-mère? À défaut de pouvoir remonter le temps, je ne saurais jamais pourquoi mon aïeul Eugène semblait quasi aussi maussade ce jour-là. S'était-il disputé avec son épouse? Avait-il un mal de dos lancinant? Détestait-il le photographe? Il est plus vraisemblable de penser qu'il était simplement un homme de son époque. Pourquoi aurait-il souri lors d'une occasion aussi solennelle que la prise d'un portrait de famille? Il se doutait peut-être que cette photographie serait conservée précieusement d'une génération à l'autre et qu'elle finirait par se retrouver entre les mains de ses arrière-petits-enfants. Mais il y a autre chose. En examinant un peu mieux cette photo, nous pouvons voir certains modèles retrousser légèrement le coin des lèvres. Une femme et un homme visiblement plus jeunes osent même découvrir leurs dents. Ils incarnent probablement cette remise en question naissante des conventions sociales, ce qui permet de supposer qu'à leurs yeux, l'habitude d'afficher un air sérieux devant un photographe paraissait de plus en plus artificielle. C'est précisément ce qui rend cette image si captivante. Donc, c'est pour ça qu'on ne souriait pas sur nos photos.
Donc voilà. Sinon, maintenant, la prochaine question sociologique à laquelle il veut répondre, c'est pourquoi les taux de suicide baissent durant les pandémies? Ouais, on se serait attendu à ce que pendant les pandémies, il y ait plus de gens qui se suicident parce qu'il y a plus de détresse, plus d'isolement, plus de problématiques de santé mentale. Mais non, pendant le COVID, on a réalisé que le taux de suicide avait baissé. Pourquoi? Quelle raison? C'est quoi votre théorie, mettons, par rapport à ça? Je vous laisse y réfléchir un petit instant et écrire vos premières idées. Petit peu. Je vais remonter. C'est quoi les passages que j'avais à lire pour quand ça va être le temps? 88, 91, ok. C'est la première option, en fait, c'est le sentiment de cause commune. Donc, le suicide est généralement considéré comme un acte isolé. S'il nous apparaît à ce point dramatique, c'est parce que la décision d'attenter à sa vie peut sembler absurde et incompréhensible. C'est ce qui fait dire à l'écrivain Albert Camus qu'il s'agit du seul problème philosophique vraiment sérieux. Qu'est-ce qui amène un individu à commettre un tel acte de violence envers soi-même? Quelles sont les pensées qui traversent son esprit au moment où il met fin à ses jours? Pour répondre à ces questions, nous cherchons à mieux comprendre la conception du monde et l'histoire de ceux qui passent à l'acte, dans l'espoir de parvenir à les détourner de leurs pensées suicidaires. Nous nous intéressons à leur santé mentale. La meilleure manière d'endiguer le suicide n'est-elle pas d'intervenir directement auprès des individus à risque, de leur faire comprendre que ce geste désespéré n'est pas réellement une option, de leur apporter les soins dont ils auraient besoin. Depuis plus d'un siècle, les sociologues posent un regard différent sur cette problématique. À leurs yeux, le suicide n'appartient pas uniquement au domaine de l'intime. Ils le définissent plutôt comme un phénomène social qui n'a rien d'un acte isolé, bien qu'il semble s'effectuer en huis clos de façon solitaire. Certains d'entre eux vont même jusqu'à affirmer que ce serait la société qui pousserait les individus à se donner la mort. C'est l'idée que soutenait Émile Durkheim à la fin du 19e siècle, dans un essai intitulé « Le suicide ». Il conclut que chaque société serait prédisposée à fournir un contingent déterminé de morts volontaires. Dans la société québécoise, ce contingent annuel est composé d'environ 1100 individus. Un chiffre alarmant. Soulignons en outre que les taux de suicide sont 2 à 3 fois plus élevés dans les communautés autochtones du Canada et jusqu'à 6 fois plus élevés chez les Inuits. Dans tous les pays ayant fait l'objet d'une étude sur le sujet, on constate que c'est toujours au bas de l'échelle sociale, chez les moins nantis, que le suicide est le plus fréquent. Sur un plan strictement statistique, les probabilités qu'un individu mette fin à ses jours varient non seulement en fonction de la société dans laquelle il vit, mais aussi du groupe social auquel il appartient. S'il s'agissait d'un phénomène purement individuel, comme nous aimons le croire, les taux de suicide seraient à peu près les mêmes dans toutes les régions et à travers toutes les catégories sociales, n'est-ce pas? Alors, comment expliquer des variations aussi spectaculaires? Toujours selon Durkheim, les variations des taux de suicide s'expliqueraient par ce qu'il nomme le degré d'intégration sociale des individus. Plus ces derniers ont le sentiment d'être membres à part entière d'une communauté, c'est-à-dire d'occuper une place importante aux yeux des autres, moins ils sont enclins à mettre fin à leur jour. C'est pourquoi Durkheim avance l'idée que le suicide résulterait de l'incapacité qu'ont les groupes sociaux à tisser des liens entre les individus plutôt que de la volonté individuelle des personnes à risque. Afin de mieux comprendre ce phénomène, penchons-nous sur le niveau de cohésion sociale au sein d'une collectivité donnée. Donc, c'est à partir de ça qu'on en est arrivé à la conclusion pourquoi est-ce que les taux de suicide baissent pendant les pandémies, à cause justement du sentiment de cause commune. Les sociologues posent un regard différent de la psychologie sur le suicide et estiment que ce n'est pas uniquement individuel. Selon eux, si c'était le cas, la répartition des suicides serait la même dans tous les groupes sociaux. Or, des études ont montré que c'était surtout les moins nantis qui se suicident, c'est notamment le cas au Québec avec les nations autochtones. Donc, on constate qu'il y a eu une évolution au 20e siècle. Au début, le taux de suicide était très bas, 4 sur 100 000, mais il est monté à 30 sur 100 000. Et il y a eu 2 grandes épidémies de suicide dans les années 60 et dans les années 90. Pourquoi? Pour comprendre l'aspect sociologique du suicide, l'auteur nous amène à la Révolution tranquille. Avant, le sentiment d'appartenance était comblé par les mœurs et les valeurs religieuses. Se retrouver à l'église chaque dimanche et avoir des codes moraux clairs à respecter aidait les gens. Or, la Révolution tranquille a remis tout ça en question et le temps que les gens retrouvent leurs repères sociaux, un sentiment de vide apparaît chez les gens. Ce phénomène se fait appeler l'anomie. Cela les rend donc plus vulnérables au suicide et on a vu des phénomènes similaires se produire en Russie après la chute du communisme. Tu m'as fait acheter le livre, let's go! On se serait donc attendu à ce que de tels changements sociaux durant la pandémie de COVID entraînent une hausse des suicides, et c'est ce que les psychologues avaient anticipé, mais au contraire, ça a diminué de 32% entre 2019 et 2021. Ce phénomène s'est produit partout dans le monde. On pourrait croire que comme la pauvreté a un lien avec le suicide, que les mesures d'urgence d'aide financière ont aidé, mais même aux USA et en Australie, où c'était moins interventionniste, le phénomène s'est aussi vu. Pire encore,
Le taux de suicide a même diminué durant la grippe espagnole alors qu'on était en pleine période d'après-guerre et qu'il n'y a sans doute jamais eu autant de détresse économique. Puis pire encore, pendant les guerres ou les événements spécifiques qui y sont liés, les taux de suicide diminuent. Par exemple, dans les 180 jours suivants le 11 septembre 2001, par exemple. Fait que c'est le sentiment d'appartenance qui est une des causes qui fait baisser les taux de suicide, puis les gens ont tendance à se sentir appartenir à une communauté durant les tragédies, puis à se comparer individuellement avec les souffrances de la société. C'est ce qu'on appelle du pulling together en anglais, puis ça marche d'ailleurs aussi pour les événements sportifs, parce que le taux de suicide, le dimanche avec le taux de suicide le plus bas aux États-Unis, c'est le jour du Super Bowl, juste pour vous dire. Fait que ce n'est donc pas forcément la santé mentale et le stress qui entraînent le suicide. En fait, c'est les pays les plus riches ont des taux de suicide plus élevés comparés à ceux où la mortalité infantile et la malnutrition est courante. La preuve en est que la santé mentale des Canadiens s'est détériorée dans les dernières années, mais que les taux de suicide ont aussi baissé. Fait que ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que si tu compares tes souffrances avec celles de la société, ben ils ont l'impression d'être rien par rapport à celles des autres. Fait que c'est plus simple de se sentir bien dans ta condition quand tu as l'impression qu'il y en a qui souffrent plus que toi. Puis c'est pour ça que dans les pays où est-ce que, justement, comme, mettons, tous les pays d'Afrique, les taux de suicide sont très bas. C'est pas pour rien. Puis, je sais pas pour toi, Maman Jou, toi, je sais que t'es originaire d'Haïti, mais je serais curieux, je serais pas surpris de savoir que le taux de suicide en Haïti est pas si élevé que ça. Malgré le fait qu'il y a quand même un historique avec des dictateurs, qu'il y a eu, tu sais, beaucoup de choses tragiques qui se sont passées dans le pays. Fait que ça, c'est un exemple. Que voilà. En attendant, je vais en profiter pour... je vais te laisser répondre à ça. Puis FMQC, je vais en profiter pour te laisser essayer d'écrire une réponse à ma prochaine énigme sociologique du livre. C'est pourquoi est-ce que les détenus assistent à la messe du samedi soir? Pourquoi la religion est populaire en prison? Ouais, soudainement, les gens deviennent religieux en prison. Ouais, effectivement, quand tu veux survivre, t'as pas envie de t'enlever la vie, logiquement. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que les religions sont aussi populaires en prison? Mettons. Ah ouais? C'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas. C'est ce qui semble ressortir de beaucoup de données dans le monde, fait que... La religion amène de l'espoir? Ok. J'imagine que déjà en prison, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et puis qu'il y a ceux qui cherchent à se sortir de la prison, à reprendre le droit chemin, qui imaginent que ça peut passer par la foi. C'est un début de réponse. C'est une des morales du meilleur des mondes, qui est un roman écrit en hockey. On apprend aux membres des 5 cases de mépriser la condition des autres parce que négative à leurs yeux, aucune envie de changer, société stable. Pour la religion, le pardon. Ok, intéressant. Intéressant. Alors, la réponse officielle est la suivante. Donc, l'auteur a été confronté à une statistique intéressante. Les prisonniers hommes-femmes accordent beaucoup d'importance à la religion quand ils sont derrière les murs de celle-ci, et ce, même s'ils n'allaient pas à la messe du tout, ou même un peu de manière irrégulière. Le constat est clair, la prison encourage le développement de la religion chez les individus et les chapelles ne sont jamais vides. Le phénomène est observable partout dans le monde, y compris dans les pays très laïques et sécularisés comme l'Allemagne. Donc, ça s'explique par le fait que les chapelles sont souvent les lieux qui permettent d'échapper à son statut de prisonnier, de s'évader, de parler avec les autres. Pas de caméra, pas forcément de gardien, pas de routine très contraignante. Bref, c'est un moyen de détente. La sortie quotidienne, un espace avec plus de liberté. La religion est donc plus un prétexte. Cela se voit par le fait que plusieurs prisonniers peuvent aller à plusieurs services de différentes religions juste pour profiter de ces moments. Fait que t'as des gens qui vont à la fois voir les services religieux musulmans, les services religieux chrétiens, juifs, etc. Fait que tu sais, c'est ça. Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que quand on est étroitement surveillé et que notre liberté est suspendue et très contrainte, les humains cherchent des moyens de profiter un peu de cette liberté. Ça peut être en allant aux toilettes seul, ou en URSS, dans les cuisines, où on bouchait des appareils avec des crayons ou des doigts, puis qu'on montait au max le son des appareils pour discuter sans que l'État puisse nous écouter. Donc voilà. Puis sinon, ben, les aumôniers des prisons ont une position intermédiaire. C'est pas des gardiens, mais c'est pas des... Tu sais, ils sont pas non plus du bord des prisonniers. Puis en fait, leur position échappe aux dynamiques relationnelles entre les gardiens de prison, la prison, puis les prisonniers. Eux autres, vu qu'ils sont entre les deux, ils prennent pas un camp ou l'autre. Fait que les prisonniers peuvent se confier à lui sous le couvert de la confidentialité, sans avoir crainte que ce soit rapporté à la prison puis que ça nuise à leur remise en liberté aussi. Fait qu'ils peuvent entretenir des bonnes relations entre les deux camps, tout simplement. Donc les prisonniers sont plus libres de se relâcher avec lui, un agent peut sanctionner, un psy de la prison
peut être quelqu'un qui est du côté de la prison, fait que ça peut en fait encourager les prisonniers à se confier puis à se sentir bien. Fait que finalement, il y a ça. Puis le dernier facteur, ben, c'est que la religion, c'est un point de repère qui est connu de tout le monde, même quand tu pratiques pas la religion. Comme Alex dans A Clockwork Orange, qui se met à s'intéresser à la Bible, ce qui l'amène à se faire guérir par l'autorité. Oui, effectivement. Mais oui, il y a l'aspect introspection, repartir du bon pied et tout. Mais il y en a beaucoup qu'une fois qu'ils sortent de là, ils cessent complètement de s'intéresser à la religion. Ouais, effectivement, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi, Maman Joue. Et là, finalement, on arrive enfin à la question, Maman Joue, pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? C'est quoi vos théories? Puis juste vous signifier que Kevin, sa signification officielle, ça veut dire beau à la naissance. Beau à la naissance. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un de beau à la naissance ne pourrait pas devenir médecin? Pourquoi est-ce que le terme est rendu négatif? Pourquoi est-ce qu'il y a littéralement un adjectif? Hey, c'est un Kevin. Tu sais? Pourquoi? Puis pire que ça, il y a des. Puis pour aller encore plus loin, non seulement ça a une connotation négative, mais en plus, ils se font plus swiper à gauche que bien d'autres personnes sur les réseaux de rencontres. Les personnes qui portent le nom de Kevin ont moins de chances d'avoir de la visite sur les apps de rencontre de la part de la gente féminine parce qu'on associe le prénom à un manque d'éducation, à un douchebag immature, puis un crétin qui s'entraîne, puis qui tripe ses chars. Il y a même des memes sur internet avec le nom Kevin. Ben, ta théorie, Maman Joue, c'est un très bon début, elle est très bonne. Peut-être parce que Kevin, c'est un nom plus de classe moyenne, donc moins souvent le budget pour lui, la médecine et l'université. C'est une partie de la réponse, effectivement. Il faut savoir quelque chose par rapport aux prénoms. OK? Les prénoms, c'est des modes. Par exemple, moi, je m'appelle Samuel, OK? Ben, moi, personnellement, un jour, je vais être vieux, puis mon nom va avoir l'air d'être un nom de vieux. Fait que les enfants, les noms de jeunes, etc., je veux dire, si je vous dis le nom Bernard, ça a l'air d'un nom de vieux à votre égard. Fait que les modes de noms durent une vingtaine d'années en général, puis ils se renouvellent avec d'autres nouveaux noms qui vont éventuellement revenir. À un moment donné, Samuel va être le nom d'un vieux. Éventuellement, tu sais, je veux dire, il y a plein de noms comme ça qui sont des noms de vieux, puis qui vont devenir des noms de vieux, mais qu'on considère comme des noms de jeunes en ce moment. Tu sais. Fait que ça, c'est pas anodin. Tu sais, par exemple, si je vous dis le nom Rosalie, vous allez sûrement trouver que c'est un nom qui est jeune. Sauf que dans les faits, c'est le nom de la grand-mère d'un de mes amis aussi. Disons que je ne pense pas avoir beaucoup de filles nées dans les années 2010 et 2020 appelées Karen, par exemple. Ben, il y en a pas ben non, en effet. T'sais, si on prend un exemple, un phénomène important par rapport aux prénoms, c'est que les modes varient régulièrement car les adultes qui nomment les noms finissent par suivre une vague de popularité puis la laisser s'effriter avec le temps. Le prénom Samuel a été populaire dans les années 80-90, mais est en baisse depuis 2004. C'est un cycle que tous les prénoms suivent. Le nom de Kevin s'inscrit dans la mode des prénoms anglo-saxons qui sont beaucoup utilisés par les classes populaires. Or, un autre phénomène est étudié et démontré depuis longtemps par la sociologie. L'accès à l'éducation est grandement dépendant du milieu de vie dans lequel on a grandi. Si on vient d'un milieu pauvre où les parents ne sont pas éduqués ou n'ont pas de diplôme universitaire, la reproduction sociale risque fort d'être présente. Considérant ces deux facteurs, il est tout naturel que les Kevin, Dylan, Jaden, Aiden, etc. n'accèdent pas à la médecine, car ces prénoms choisis par des familles de classe populaire ont aussi moins de chances d'accéder à l'université. Des stats ont d'ailleurs démontré que 75% des étudiants universitaires en médecine proviennent de familles avec un revenu familial de plus de 75 000 par année, alors que le revenu médian était de 60 000. Dans le reste du Canada, 63% des futurs médecins viennent de familles de plus de 100 000 $ par année, 7% d'entre eux grandissent dans des familles avec moins de 40 000 $ de revenu familial. En gros, le choix du prénom est conditionné par la mode et la classe sociale. La classe sociale influence l'accès à l'éducation. En France, ceux qui obtiennent la mention très bien à l'examen du baccalauréat ont généralement des prénoms à connotation francophone, alors que ceux qui ont les plus bas taux de très bien sont des prénoms anglo-saxons comme Kevin et même des prénoms d'immigrants maghrébins. Voilà. Dans l'ordre des médecins du Québec, il y a un total de 11 Kevin qui portent le titre, nés entre 80 et 89. Or, si on ramène ça à une proportion du nombre de personnes qui s'appellent Kevin dans la société, le chiffre devrait être de 29. Ils sont donc sous-représentés. Également, le nombre de docteurs avec un nom anglophone est très peu nombreux et les noms qu'on retrouve le plus dans les stats pour ces mêmes années sont Étienne, Laurent, Louis et Antoine. Fait que... Ouais, c'est ça, Charles, Jules, exactement, ouais, c'est très vieux. Je pense que je connais genre 6-7 autres personnes avec mon nom qui ont à peu près mon âge, naissance début des années 90, oui. C'est ça. Puis moi, j'en ai eu des élèves qui s'appellent Nicolas aussi. Puis tu sais, mon oncle s'appelle Nicolas.
Fait que tu sais, plein d'autres choses. Fait que c'est vraiment relié à la classe sociale. Puis sinon, dernier phénomène social, ça, je suis sûr que celui-là, vous allez le trouver facile. Pourquoi les Américains meurent plus jeunes que les autres? Je suis sûr que vous allez avoir plein de belles théories qui vont satisfaire tous les préjugés et toutes les envies que vous pouvez avoir de ne pas apprécier les Américains. Et toi là, partage d'infos secrètes. Excusez, malbouffe. Regarde leur système de santé. Je le savais. Salut KCR. La malbouffe, oui, ça peut faire partie des modèles. Donc, je vous donne un peu de stats. Selon les statistiques, les Américains vivent dans un pays avec une plus grande mortalité infantile que la Grèce, 2 fois plus haute. L'âge moyen du décès est de 79 ans. La Grèce, qui est très pauvre en Occident, est à 82 ans. Aux USA, les risques de maladies mentales, d'obésité et de dépendance sont plus élevés, tout comme l'exposition à la violence et l'incarcération. Ce qui explique qu'un pays riche comme les USA, qui investit 50% des dépenses mondiales en santé, ne fasse pas le poids contre la Grèce, est lié aux conditions de vie bien plus qu'aux avancées médicales. Je vous explique. À l'époque des ouvriers, durant la révolution industrielle, avant les normes du travail, les ouvriers travaillaient dans des milieux insalubres et vivaient dans des quartiers insalubres. L'augmentation de la longévité n'est pas dépendante des avancées médicales, mais de facteurs comme les conditions de travail, l'hygiène, la qualité de l'eau, mais aussi l'augmentation de la production agricole. Fait intéressant, les Japonais ont parmi les plus grandes longévités au monde, mais quand ils émigrent aux USA, elles baissent. Ils ne dépensent pas plus que la moyenne des pays de l'OCDE en santé et pourtant leur longévité est plus haute. On peut aussi comparer entre quartiers. Les habitants du quartier Saint-Laurent à Montréal vivent plus longtemps que ceux d'Hochelaga et ce alors que c'est à quelques kilomètres de distance. La conclusion semble se diriger vers une réflexion autour de la position sociale. En somme, plus on est défavorisé, plus on a de chances de mourir jeune, et c'est aussi lié aux habitudes de vie qui sont généralement meilleures chez les gens plus favorisés. C'est difficile pour une personne en mode survie d'avoir des bonnes habitudes de vie et de les changer. Or, ce n'est pas le seul facteur qui l'explique. Le stress quotidien joue aussi un grand rôle, et même si tout le monde en a à différents niveaux, il y a une différence majeure entre le stress subi par des aléas de la vie incontrôlables et celui qui découle de nos agissements. Plus on est dans un milieu favorisé, plus on a le contrôle sur nos vies et le stress qu'on va vivre va être lié aux choses qu'on contrôle. Au final, la dernière donnée qui reste, c'est celle de l'écart de richesse. Plus ils sont grands, plus la longévité est basse. Mais plus les écarts sont petits, plus la population vit longtemps. Ce qui explique pourquoi les Canadiens vivent plus longtemps que les Américains, par exemple, puis que c'est aussi le cas des Japonais. Alexis de Tocqueville, en observant la société américaine, en est venu à une conclusion importante. Les attentes des citoyens de la jeune République sont très élevées. Les démocraties, en laissant croire que l'ascension sociale dépend du mérite, engendrent des frustrations chez les gens qui ne parviennent pas à accéder à la mobilité sociale. Aux USA, les écarts de richesse sont tellement grands que les obstacles à surmonter sont impossibles à franchir pour une personne pauvre et accéder à la richesse. C'est davantage faisable quand les écarts sont plus petits. En somme, plus les inégalités augmentent, plus les écarts de richesse grandissent, plus les gens sont frustrés et se comparent, plus ça engendre du stress et plus ça nuit à la santé. Ajoutons à cela les autres facteurs comme les habitudes de vie, la survie quotidienne. Bref, tout ça, c'est le cocktail parfait pour mourir jeune. Et les Américains sont ceux qui vivent dans une des sociétés les plus inégalitaires au monde. Il faudra encore qu'il sache lire en français, effectivement. Il faudra encore qu'il sache lire ça. Fait que, aux États-Unis, le taux de pauvreté et des inégalités sociales plus élevées entraînent davantage de difficultés liées aux déterminants sociaux de la santé, comme accès au logement, soins de santé, éducation et une alimentation adéquate. Ça peut nuire à la santé physique, mentale des personnes vivant en situation de précarité. Exactement, oui. Exactement. Puis, si t'as pas de système de santé pour te permettre de te soigner, tu vivras pas plus longtemps parce qu'à un moment donné, tout ce qui est de santé va finir par te rattraper. Fait que ton système immunitaire va moins se défendre. Fait que les Américains, en fait, la cause pourquoi ils meurent jeunes, c'est un cocktail de tout ce qui ne marche pas pour préserver une bonne santé dans ta population. Du moins dans un pays qui est occidental puis qui est assez riche. Parce que je comprendrais que la longévité n'est pas très élevée dans les pays très très pauvres, comme par exemple comme le Congo en ce moment, par exemple, parce que ça a brassé beaucoup. Toute la région du Darfour aussi. Donc, voilà. Et que c'est ça, bref. Fait que, voilà, c'est à peu près ça. Fait que, grosso modo, c'est le travail de sociologie du prof. Je vous ai pas tout dit, soit dit en passant, je vous ai donné un gros résumé de ce qu'il y a, mais pour vrai, lisez le livre, achetez-le, il y a plein d'autres affaires, il y a des stats, il y a des graphiques, il y a des sources qui viennent avec. C'est vraiment, n'importe qui veut s'initier à la sociologie puis qui dit, moi j'aimerais ça comprendre la sociologie, je sais pas par où commencer, commence par ça. Commence par ça sans aucune hésitation. Juste dire en passant que les 2 livres à date, je leur ai mis un 5 étoiles. Puis ça va être le cas aussi pour le prochain, je vous le garantis. J'ai vraiment un beau marathon de bonne lecture, contrairement au mois d'avant où j'ai eu de la misère un peu.
Fait que, bref. Fait que ça fait le tour pour ça. Fait que, achetez Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Faites comme FMQC qui a acheté le livre. Mais maintenant, mon prochain, c'est un livre sur l'identité de genre. Qui s'appelle Protéger nos enfants, queerness et adultisme de Gabriel Richard. Donc, première des choses, c'est quoi l'adultisme? L'adultisme, c'est de l'âgisme, mais des plus vieux sur les plus jeunes, tout simplement. T'sais, on parle souvent d'âgisme en parlant de discrimination générale avec l'âge, mais l'adultisme, c'est précisément l'âgisme des plus vieux sur les plus jeunes. Puis souvent des adultes sur les enfants. Puis on parle de queerness, pourquoi? Parce qu'on fait de l'âgisme précisément envers les enfants queer. Donc les enfants issus des minorités sexuelles. Bon. Fait que la thèse de départ de l'autrice, c'est que l'hétérosexualité puis le cisgenrisme, donc cisgenre, ça veut dire que ton identité de genre correspond à ton sexe biologique. Je suis une personne cisgenre, je veux dire, je suis né dans le corps d'un homme, puis moi, je ressens que je suis un homme aussi. Bon. L'inverse d'une personne cisgenre, c'est une personne trans. Bon. Bref, on va parler des Helen Lovejoy de la société. Pensez à nos enfants. Ouais, exactement. Donc, la thèse de départ de l'autrice, c'est que l'hétérosexualité et le cisgenrisme, c'est la seule forme de conformité sociale attendue en ce qui a trait à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Cependant, la pression sociale qu'on met sur des enfants à ce sujet n'est possible que grâce à ce qu'elle estime être l'angle mort de la réflexion qui est l'adultisme. Donc, grosso modo, son point, c'est que ce qui est présumé chez les enfants, c'est l'hétérosexualité puis une identité de genre cisgenre. Et si ça ne correspond pas, on traite ça comme une anomalie, on traite ça différemment. Puis on essaie de s'assurer que non, en fait, ce serait pas plutôt la normalité, celle attendue qui serait la bonne. Fait que ça vient avec beaucoup d'invalidation des réalités des personnes queer. Puis surtout des enfants queer dans cette situation-là. Je vais vous lire la page 7-8 pour bien vous faire comprendre de quoi il est question ici, où elle nous parle d'une conférence qu'elle a donnée à des profs, ok? Donc voici, avant-propos. J'étais debout devant une vingtaine d'enseignants et enseignantes de psychologues, de surveillants, surveillantes et d'infirmières. Leur académie m'avait invité à animer une journée de formation sur la lutte contre les LGBT-phobies. Nous revenions à peine de l'heure du lunch. La matinée s'était déroulée sans anicroche et je m'attendais à un après-midi similaire. En fait, moi je me demande vraiment comment ils peuvent savoir qu'ils sont trans alors qu'ils sont jeunes, intervient une première personne. Ce commentaire a eu l'effet d'une rupture de digue, d'une vraie libération de la parole. Tout a fusé tellement vite que je n'ai pas eu le temps d'interrompre le flot de paroles ou de répondre à chaque interrogation avant que n'en émerge une autre. Oui, il y a tellement de jeunes non-binaires de nos jours, alors que j'en ai rencontré aucun dans mes 15 premières années en lycée. C'est un peu à la mode de l'être, enchérir une deuxième personne. Ah, c'est comme les jeunes qui se disent pansexuels, parfois j'ai l'impression que c'est pour faire comme leurs amis. Ah, les jeunes gays et lesbiennes n'ont pas non plus été épargnés par ces interrogations. Je comprends pas comment on peut se dire lesbienne si on n'a jamais été avec un homme. À 15 ans, on n'a rien vécu. Je forme régulièrement du personnel éducatif sur les notions d'identité de genre, d'expression de genre et d'orientation sexuelle. Je fais systématiquement face à des questions sur la capacité d'autodétermination des jeunes sur ces plans. C'était donc loin d'être la première fois que j'attendais ce genre de discours. La seule chose qui était nouvelle ici, c'était l'effet d'accumulation, l'impression d'être submergé par ces discours comme par de grosses vagues qui nous coupent la respiration jusqu'à nous faire paniquer. J'ai d'abord été prise d'un grand vertige, comme si tout ce qui avait été abordé depuis le début de la formation avait été vain. C'est vrai que c'est décourageant. Comme si on avait fait semblant de m'écouter alors qu'on n'avait finalement rien compris de mes propos, comme si tout était à refaire. Et puis, j'ai compris et ça m'a sauté aux yeux. Toutes ces prises de parole, parfois formulées comme des inquiétudes, parfois comme des reproches, parfois encore comme des questions, elles avaient une chose en commun, elles décrédibilisent la parole des jeunes queer. Ces questions qui relèvent du constat d'un problème plutôt que de la véritable interrogation disqualifient la capacité des jeunes à se définir sans influence et sans entrave, et remettent en question le caractère pérenne de leur affirmation. Ces adultes les estimaient trop jeunes, trop influencés, considéraient qu'elles avaient vécu trop peu de choses pour savoir se dire autre chose qu'hétérosexuel cisgenre. Ce qui semblait poser problème, ce n'était pas tant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre au regard de leur âge. Ce n'était pas tant le fait qu'elles soient queer que le fait qu'elles soient queer et jeunes. Fait que ça, c'est le constat de base qu'elle nous donne. Donc, tu sais, le genre de questions qui ressortent. Donc, t'es-tu sûr que c'est pas juste pour suivre la mode hétéro? T'as-tu des amis hétéros dans ton entourage? T'as-tu vu de quoi ces réseaux sociaux qui est hétéro? Mais là, si tu décides d'être hétéro, faudrait pas que tu te trompes. T'es sûr que t'es vraiment hétéro? Tu sais, imaginez si on posait cette question-là aux jeunes gens. Tout le monde serait comme, hein? Pourquoi? Ben, remplacer hétéro par homo, queer, trans, pansexuel, bisexuel. C'est tout aussi absurde, mais à nos yeux, ça semble normal de poser ces questions-là. Fait que, voilà. Sinon, je m'étais noté un excellent point nommé à la page 11 aussi.
On a souvent tendance à penser que les jeunes... Ok, c'est ça. Ces jeunes ne seraient pas trans selon eux, ils s'identifieraient comme trans, mais on le sait que être trans, c'est une réalité, un état d'être. Et il appartiendrait aux adultes de les protéger de ce qui pourrait avoir une influence non souhaitée sur leur genre. Ce devoir de protection est nommé explicitement par les autrices du rapport dès son introduction. L'objet strict de cette étude porte sur les protections des mineurs transidentifiés et leur prise en charge médico-psychologique. Donc on parle ici d'un groupe d'études qui a été fait par le Parti républicain de la France. Fait que, voilà. C'est ça, puis surtout ça sous-entend tout ça que c'est un choix, ça n'en est pas un du tout. Donc la différence entre l'âgiste et l'adultisme, ça je l'ai dit. Ok, puis sinon, oui, c'est vrai, un petit exemple intéressant. La différence entre l'âgisme et l'adultisme, c'est que l'adultisme est inscrit dans nos lois. On normalise socialement des comportements envers les enfants qui seraient considérés comme de la violence en étant adultes. Exemple, une femme prend les clés de la voiture de son époux et les prête à un autre homme sans la permission de l'époux. Quand l'époux veut protester, il se fait dire « faut apprendre à partager ». On dit pas mal tout le temps aux enfants « faut apprendre à partager ». C'est normal pour nous autres, puis on se dit « ah, c'est correct qu'on leur inculque la valeur du partage », mais pourquoi est-ce que notre bien matériel à nous passerait pas? Pour un enfant, c'est normal de dire ça. Pour un adulte, ça semble absurde. C'est là la nature du problème. Même si l'exemple semble incomparable, la réalité, c'est que souvent, on demande d'apprendre à partager avec des choses de nos appartements quand on est enfant. Et surtout, l'exemple de la voiture semble absurde parce que socialement, on accorde beaucoup d'importance à la voiture. De la même manière qu'un jouet pour un enfant peut être extrêmement précieux. L'émotion ressentie est donc comparable. C'est juste que nous, dans notre regard d'adulte, un jouet, c'est juste un jouet. Puis une voiture, c'est ultra important parce que ça répond à des besoins matériels. Mais pour l'enfant, il n'y a rien de plus précieux au monde que son jouet préféré. Fait que l'émotion est quand même comparable. C'est juste, puis on va se le dire, il y a bien des gars pour qui la voiture c'est ce qui est le plus important, des fois plus que leur blonde. Fait que bon, voilà. T'sais, c'est juste qu'une fois adulte, on se détache des jouets pour s'attacher à la voiture. C'est tout. Puis pour ajouter d'autres exemples, on peut forcer quelqu'un à finir son assiette pour ne pas gaspiller, ou on force quelqu'un à porter certains vêtements. Hein? Voilà, forcer à manger certaines affaires. On ferait pas ça à des adultes. Mais imaginez, là, votre blonde a dit, là, tu finis toute ton assiette, chérie, là, sinon, t'auras pas de dessert. Ta gueule, je suis pas un enfant. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on force un enfant à faire ça? Pourquoi on le force à porter certains vêtements? Ah, c'est moi qui paye, fait que c'est moi qui décide que tu manges, ça finit là. Ah, t'es pas assez grand pour décider avec quoi tu te sens confortable comme vêtement, pour venir avec moi à l'épicerie puis choisir ce que tu veux manger, tu sais, ce que tu veux acheter comme vêtement puis porter, tu sais, des choses comme ça. Oui, c'est ça, le kid qui est allergique aux noix aussi, c'est une note. Ah ben oui, naturellement. Naturellement. Sinon, ah oui, c'est vrai, puis 18-19, l'appropriation du corps aussi. Le rapport au corps des enfants est l'un des endroits où la domination adulte s'exerce sans contestation. Les adultes estiment savoir mieux que les enfants ce dont ils ont besoin, même lorsqu'il s'agit de sujets qui concernent directement ces derniers et dernières et sur lesquels ils ont plus de connaissances, comme leur corps et leurs besoins primaires. La plupart des adultes procèdent ainsi par bienveillance, bien sûr. Reste que le corps des enfants est considéré comme leur propriété. En tant qu'adultes, nous décidons quand leur corps a faim, quand leur corps est fatigué, quand leur corps est sale, quand leur corps a froid ou chaud, quel que soit leur âge. Quand leurs cheveux doivent être coupés, nous lavons tout leur corps et leurs parties génitales, souvent sans les en avertir. Nous pouvons décider d'immobiliser leur corps quand elles font des crises, de leur imposer des baisers et des câlins, les bisous mouillés de ma tante, de les frapper. Bref, nous nous approprions le corps des enfants, ce qui dit quelque chose du statut social que nous leur concédons. Donc voilà. La pensée qui me vient à l'esprit est qu'on traite les enfants de la même manière dont on traite en ce moment socialement les femmes musulmanes et aussi comment on traite les femmes tout court il y a des décennies. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce serait le fun qu'un jour le coming out ne serve plus à rien. Être gay, lesbienne, bi-trans, c'est correct puis normal. Les personnes hétéros n'ont pas à s'asseoir avec leur famille pour annoncer qu'elles aiment le sexe opposé. Fait que ça devrait être pareil pour tout le monde, juste pour être soi-même sans jamais avoir l'impression de devoir se justifier. Oui, je suis d'accord avec ça, puis je ne comprends pas encore pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apposer des étiquettes. Genre, pourquoi il y a du monde qui débat sur le fait que, mettons, un homme a sorti qu'un homme, plus tard il sort avec une femme. Ouais, mais là, il était gay, puis là, il est pas gay, puis tu sais, puis tout. Ah, ben, il peut-tu juste sortir avec qui qu'il veut? C'est tout, genre. Ça finit là. Tu sais. Je veux dire, en fait, ils devraient même pas avoir un besoin de s'attribuer des étiquettes. Les gens devraient juste être en couple avec qui qu'ils veulent. Facile de même, à mon avis. Fait que, sinon, le chapitre... Ah oui, le chapitre 3. Il dit tout, puis il résume tout ce qu'il faut comprendre de ce livre-là. Fait que je vais vous lire le chapitre 20, le chapitre 3. Il est souvent fructueux de réfléchir aux mots dont on dispose. En français, on utilise le mot « enfance » pour désigner l'ensemble des premières années de la vie d'un être humain. Un même mot pour désigner les premiers jours d'un bébé, la période de la petite enfance et celle où les jeunes personnes deviennent autonomes. Un même mot pour des réalités diamétralement différentes.
Sans grande surprise, c'est à la figure du nourrisson qu'on nous renvoie quand on essaie de remettre en question la vulnérabilité naturelle de l'enfant. Bien sûr, je ne chercherai pas à démontrer que la capacité cognitive d'un bambin est la même que celle d'une personne adulte, et là n'est pas mon propos. J'ai plutôt l'intention de me pencher sur ce qui constitue le caractère social construit de leur vulnérabilité. Je m'explique. Si on estime que les enfants sont par nature fragiles en raison d'un développement cérébral encore inabouti, il faudrait alors accepter que certains adultes puissent aussi, du fait de capacités cognitives déclinantes, se faire retirer le droit de vote à un certain âge, par exemple. Or, la seule évocation du retrait de droit à des adultes engendre une levée de bouclier. Si on estime que les enfants sont par nature fragiles, alors il faut s'attendre à ce qu'on traite similairement tous les enfants du même âge, qui auraient par définition les mêmes capacités et limites. Or, nous allons voir que c'est bien loin d'être le cas. La vulnérabilité accolée aux personnes mineures dépend de leur position dans les rapports de genre, de sexualité et de race notamment. On ne considère pas que les filles et les garçons sont à protéger de la même manière, les seconds étant perçus comme plus débrouillards, plus à même de se défendre que les premières. C'est un peu le sens de l'expression « les femmes et les enfants d'abord » lors des opérations de sauvetage. Si les femmes et les enfants sont à secourir en premier, c'est bien parce qu'on considère qu'elles ont des capacités de survie moindres comparativement à celles des hommes adultes. L'idée selon laquelle les filles seraient plus vulnérables alimente aussi le contrôle social de leur sexualité ou de leur expression de genre. Il faudrait à tout prix protéger les filles du désir sexuel masculin qui serait dangereux, irrépressible, susceptible à tout moment de s'exercer avec violence sur elles. C'est cette vulnérabilité et la volonté de protection qui en découle qu'on évoque quand on surveille leur apparence, leur sortie et leur fréquentation. En même temps, je crois que c'est quand même bon de l'annoncer, ne serait-ce que pour que chacun sache d'avance, pour éviter les faux pas sociaux ou pour mieux comprendre certaines habitudes ou des traits de personnalité. Par exemple, c'est pas toutes les personnes trans qui ressemblent à leur sexe ressenti, et il n'y a rien sur quelqu'un qui dit automatiquement « Ah, lui il est gay par exemple ». C'est vrai. Ce rapport de pouvoir se déploie différemment en matière d'orientation sexuelle et romantique. On pourrait regarder d'un œil méfiant la manifestation de tout désir sexuel ou amoureux mettant en scène un enfant sous prétexte qu'elle n'aurait pas la capacité de ressentir ce désir en raison de son âge. Mais ici encore, on met bien plus volontiers en doute la parole des jeunes qui disent avoir des attirances envers des personnes de leur genre que celle des jeunes qui disent éprouver les attirances hétérosexuelles attendues. Alors que les premières se font questionner « Comment peux-tu dire ça ?» et renvoyer à leur jeune âge en mode « T'es trop jeune pour savoir que t'es homo, bi, pansexuel ou peu importe », les enfants qui laissent entrevoir les prémices d'une hétérosexualité sont écoutés, voire encouragés par les adultes. Ah, « Ce camarade de classe, c'est-tu ton amoureux ?» Ici encore, ce sont les jeunes hétérosexuels qu'on cherche à tout prix à protéger du lobby LGBT, qui n'existe pas, soit dit en passant. Les autres étant considérés comme y ayant déjà succombé. L'innocence est une denrée qui n'est pas distribuée équitablement entre tous les enfants. On n'offre pas le même bénéfice du doute à un adolescent racisé qu'à ses pères qui ne le sont pas. Dans le livre La puissance des mères, Fatima Ouassak nomme désenfantisation le processus par lequel les jeunes des quartiers populaires et tout particulièrement celles qui descendent de l'immigration postcoloniale sont considérés comme des menaces à l'ordre dominant. Cette fois, en dépit de leur jeune âge, la logique par laquelle un enfant adultifié, c'est-à-dire perçu et traité comme étant plus mûr et souvent plus menaçant que son âge, se donne aussi à voir dans les cas de dizaines de personnes mineures racisées abattues aux États-Unis. Comme ailleurs, le cas de Trayvon Martin en Floride, puis Nouram Neyaji aussi, ça compte là-dedans, c'est le même principe, a marqué les esprits en 2012. Alors qu'il marchait après être allé s'acheter des bonbons, cet adolescent noir de 17 ans a été violemment interpellé puis assassiné par un homme adulte, un vigile, qui dira plus tard s'être senti menacé par sa présence et avoir tiré en état de légitime défense. Trayvon serait qualifié post-mortem de monstre par les avocats du dit vigile, à 17 ans. Donc, grosso modo, on fait ça sur les enfants racisés, mais pas sur les enfants blancs. Le processus de désenfantisation qui cible des jeunes personnes racisées, en particulier de jeunes hommes, est encore plus évident dans la mort de Tamir Rice, dans l'état d'Ohio en 2014. Âgé de seulement 12 ans, Tamir jouait avec un pistolet factice dans un parc lorsqu'une patrouille de police est arrêtée et qu'un agent lui a tiré dessus. 4 secondes seulement s'écoulent entre l'arrivée de la voiture de police et le premier coup de feu. Lors des procédures judiciaires qui ont suivi, ce n'est pas le geste fatal du policier qui a fait couler de l'encre, mais le gabarit imposant de Tamir qui pesait près de 90 kg et mesurait 1,73 m. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le président de l'association des patrouilleurs de la police de Cleveland en conférence de presse. Tamir Rice était dans son tort, il était menaçant. Il n'était pas ce petit enfant que vous voyez sur les photos, c'est un enfant de 12 ans, oui, mais dans un corps d'adulte. Cet argument du corps plus grand que nature a été historiquement mobilisé pour expliquer voire justifier l'exercice de violence à l'égard de jeunes hommes non blancs, depuis Emmett Till aux États-Unis en 1955 aux adolescents de Mantes-la-Jolie en France en 2018. Des adolescents racisés vont alors chercher à mettre en place des stratégies pour désamorcer les représentations qui font d'eux des personnes sans émotion, promptes à la violence. C'est du moins ce qu'affirme une étude menée par les sociologues Forrest Stewart et Ava Benezra.
de l'Université de Chicago. Yale ont documenté que les adolescents noirs performaient en toute connaissance de cause les codes de l'hétérosexualité en public. Par exemple, passer le bras autour de la taille, prendre le bras ou la main d'une jeune fille pour générer de l'empathie et pour avoir l'air moins criminel aux yeux des forces de l'ordre. Ces performances d'hétérosexualité, qu'elles soient réelles, avec une partenaire romantique ou sexuelle, ou mise en scène avec une amie, membre de la famille ou une complète étrangère, impliquent des jeunes femmes se conformant au canon dominant de la féminité. Car, à contrario, le fait d'être associé à des femmes à l'expression de genre plus masculine augmente leur risque d'être identifié comme problématique par la police. Il peut arriver cependant que la queerness vienne un peu neutraliser l'effet de racialisation. C'est ce que décrit le journaliste Anthony Vincent dans l'ouvrage, je vais pas dire le nom, mais 2 lettres, voilà. Sortie de route, ça fait penser aux réflexions de Louis Espinassou ou de Ulrich Gebner sur le rapport des enfants à la nature. Ils montrent tous chacun leur manière comment le monde est surtout pensé depuis les peurs et les normes des adultes. On sécurise, on contrôle, on aseptise, mais du coup les enfants perdent un rapport direct, libre et sensoriel au réel. Salut, je découvre ta chaîne, je suis heureux d'être arrivé. Salut à toi, bienvenue à toi, sortie de route. Juste te dire que mes lives de lecture, c'est une fois par mois, où ce que je résume les livres que j'ai lus, puis j'en discute. Là, je suis à mon dernier pour aujourd'hui, puis je vais faire une pratique de speedrun après. Mais sache que t'es bienvenu à tout temps si quand je fais du gaming ou quand je fais mes podcasts le lundi ou qui vont parler de cinéma d'horreur ou de politique. Comme par exemple, moi lundi, la semaine prochaine, je reçois Marie Mama et Floreya. Puis on va discuter de films d'horreur body horror. J'étais censé inviter Maman Jou ce mois-là. Le problème, c'est que j'avais prévu faire le podcast qu'on va faire lundi, le mois passé. Sauf que mon invité s'est ouvert la main en se faisant éclater des assiettes. Fait qu'elle est obligée d'aller à l'hôpital. Puis on a juste pu reporter là. Fait qu'à la place, je vais inviter Maman Jou septembre pour réinitialiser la saison quand on va recommencer sur un sujet. Donc voilà, c'est ça. Puis sinon, pour l'autre podcast de l'autre semaine d'après, j'invite une spécialiste, une professeure qui enseigne l'histoire internationale et on va parler des conflits au Moyen-Orient, armement puis tout le kit. Fait que ça va être super intéressant pour ça. Là, je me souviens quand c'était arrivé aux USA cet événement, je vais voir si j'ai pas raté des messages. Mais on s'entend à Brawlers, si c'était considéré comme faisant partie du quotidien, on n'aurait pas besoin de le faire. À moins que quelqu'un nous pose directement la question. Bien sûr, quand c'est directement demandé, difficile d'imaginer comment les interactions de tous les jours se passeraient dans une société comme ça, vu qu'on en est encore très loin. C'est vrai. Là, je serais prête. Body Horror, vas-tu parler de The Substance? Surprise, soyez là si vous voulez le savoir. Où est-ce qu'on peut trouver ton agenda pour prendre rendez-vous? Moi, en fait, mes streams, en général, je stream beaucoup la semaine, puis le dimanche soir, mais très... Tu sais, j'essaye de faire au moins 2 à 3 fois par semaine, mais en vrai, des fois, c'est plus compliqué, parce que horaire de vie et tout, et tout. Puis tu sais, là, ces temps-ci, je me retrouve à souvent annuler des streams parce qu'il y a des choses qui se rajoutent à l'improviste, puis pour vrai, je suis comme des fois un peu à bout de ça, on va le dire ainsi. Mais j'ai besoin, en fait, de me rebalancer peut-être un petit peu. Voilà, c'est ça. Fait que, bref. Puis j'ai besoin aussi que l'année scolaire finisse parce que je suis prof. Voilà. Donc, je continue la lecture. Il me reste une page à lire. En grandissant, j'ai parfois eu l'impression qu'être gay me servait à passer entre les mailles de certains filets dans une société où il ne fait pas bon d'être un jeune homme racisé, issu de quartiers populaires. J'ai pu constater qu'être queer peut donner à certaines personnes blanches l'impression que je serais moins sauvage que les autres, comme si cela me blanchissait. Je me suis parfois surpris à pousser le curseur de ma queerness à l'approche de policiers, comme si cela pouvait me servir de bouclier, comme si je tentais de cacher ma peau noire derrière un masque d'arc-en-ciel. Un extrait du journal. Donc, en fonction de leur couleur de peau, de leur genre, de leur expression de genre et de leur capacité à performer l'hétérosexualité, les personnes mineures sont donc perçues comme plus ou moins vulnérables. Ce qui est en jeu ici n'a que peu à voir avec l'âge biologique. Pourquoi est-il important de faire cette démonstration? Parce qu'elle met en évidence à quel point il est inapproprié de définir l'enfance ou la jeunesse comme une catégorie monolithique. Parce qu'elle nous rappelle qu'en dehors de l'âge, il existe quelque chose de l'ordre du fait social dans les manières multiples, parfois contradictoires, dont nous représentons les jeunes personnes avec qui nous faisons société. La notion d'adultisme suggère que le regard ne devrait pas porter sur les jeunes et sur les étapes de leur développement biopsychosocial, mais plutôt sur le caractère collectif de la condition de jeunesse, et sur la manière dont cette condition dit quelque chose de leur position dans les rapports de pouvoir. En d'autres termes, les enfants et les personnes mineures ne seraient pas vulnérables par nature, mais rendus vulnérables par une société et des institutions qui les regardent comme des êtres incomplets à protéger. Il nous reviendra à cette rhétorique de la protection des enfants puisqu'elle a le dos large en particulier. En ce qui concerne l'orientation sexuelle et l'identité de genre, il suffit ici de dire que l'idée selon laquelle les personnes mineures seraient vulnérables et à protéger camoufle complètement le rapport de domination entre les jeunes adultes et les jeunes et les adultes. Basically, on utilise
protéger les enfants pour justifier des mesures homophobes, transphobes, etc. Et surtout de la censure de livres en Alberta. Par exemple. Hein? C'est un des rares films où mon popcorn n'était pas assez à tes pétitions au cinéma. J'ai la publicité la plus terrifiante de tous les temps. Ah ouais, c'est bien noté dans toutes mes tablettes, merci. Yes. Yes. C'est ça. Sinon, donc, je continue. D'après Tal Peterborough Merckx, c'est dans la distinction entre vulnérabilité et dépendance qu'il faut aller chercher la spécificité de la condition enfantine. La vulnérabilité, c'est un état de faiblesse qui est vécu par tout être humain, alors que la dépendance est un type de vulnérabilité qui requiert le soutien d'une ou de plusieurs personnes spécifiques. Donc, tous les enfants sont à un moment de leur vie en situation de dépendance, mais ne sont pas nécessairement vulnérables. La dépendance peut être physique, pour voir leurs besoins fondamentaux, cognitive, comprendre le monde qui l'entoure, émotionnelle, identifier et nommer ses émotions, comprendre ses relations avec les autres, mais aussi sociale, faire entendre ses besoins, ou légale, exercer ses droits. La vulnérabilité peut toucher tout le monde sans égard à l'âge et relever de faits conjoncturels comme une dépression. Qu'est-ce qui est donc en jeu quand on parle de l'enfance? Parle-t-on d'un fait biologique qui se réfère à un stade du développement? Évoque-t-on une définition juridique qui renvoie au statut de personne mineure? Est-il plutôt question d'un rapport social à l'âge adulte? On ne serait enfant que par rapport à une personne adulte, que par rapport à un état adulte qui serait par définition complet, achevé et abouti. C'est clairement le chapitre qui résume tout ce qu'il y a à comprendre de ce livre-là. OK? Et là, j'ai résumé quelques autres idées très très intéressantes. On considère l'hétérosexualité et le fait d'être cisgenre comme la normalité parce que c'est la réalité de la majorité. Pourtant, on traite en sujet d'adulte tout ce qui relève de la queerness. Alors que, tu sais, on dit tout le temps, là, mais il faut pas parler de ça aux enfants, puis c'est pas de leur âge, ils ont pas besoin d'être exposés à ça. Mais on les expose à l'hétérosexualité quotidienne. Nos parents s'embrassent en avant de nous autres quand on est enfant. On écoute des films, des séries télé, on lit des livres, on voit des dessins animés où il y a de l'hétérosexualité présentée devant nous autres. Imaginez si on commençait à dire que ça devrait être pour les adultes seulement. Tu sais, tout le monde trouverait que c'est bizarre. Fait que pourquoi est-ce qu'on a une perspective différente pour les autres orientations sexuelles? Tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence entre homo et hétérosexualité dans le quotidien? Absolument aucune. Pourquoi est-ce qu'une, c'est considéré comme une adulte puis une attaque à la vulnérabilité des enfants, puis l'autre, c'est juste la norme, tu sais? Puis en plus, bon, c'est ça, déjà ça présume que c'est encore un choix, mais pire encore, on présume aussi que l'enfant devient irrécupérable s'il est queer. Comme si c'était un choix, ça marche pas, qu'on pourrait l'échapper si jamais on l'expose à ça. Autre point intéressant, est-ce qu'on demande aux personnes queer de parler de leur enfance? Quand ça arrive, beaucoup parlent de parcours semés d'embûches où leur existence même était difficile et peu reconnue. Puis ce qui est particulier aussi, c'est qu'on demande aux queer adultes de parler de leur enfance, mais on demande très pas aux enfants queer de parler de ce qu'ils sont en train de vivre. Comme si la validité des discours queer ne pouvait être socialement possible que si ça vient des parents. Parce que souvent, quand on parle des enfants queer, c'est les parents qui parlent à leur place. Quand on parle de l'enfance queer, c'est les adultes qui ont été queer qui parlent de leur histoire à eux. Comme si la parole des enfants n'avait pas de validité. La preuve, puis pire que ça, quand on cherche des représentations des enfants queer, on les représente comment? En détresse dans les publicités. Fait que, tiens, on a juste des prises de parole d'adultes qui parlent aux jeunes et les enfants qui sont représentés, qui sont souvent là comme victimes. C'est des campagnes de sensibilisation, donc preuve que la discrimination existe puis qu'il faut, voilà. C'est ça. Je vais souvent voir des films sans rien savoir du film, mais c'était le cas ici, je savais pas du tout que j'allais voir un body horror. Moi, je m'attendais à tout. Puis j'ai vraiment aimé, moi j'ai vraiment adoré The Substance. Sinon, l'autrice théorise également qu'en diffusant uniquement ça dans l'espace public, ça peut aussi encourager des jeunes queer à ne pas se laisser aller là-dedans, puisque le prêt payé serait trop cher. Sur celle-là, je suis moins sûr. Faudrait peut-être demander aux enfants. Ouais, ça là-dessus, l'autrice a théorisé de quoi, puis j'étais comme pas sûr, pas en tout. Je trouvais que c'était adultiste un peu, mais bon, tout le monde a des billets, hein, c'est la vie. Puis on grandit tout là-dedans. Mais elle dit... Si on diffuse des campagnes de sensibilisation trop dans le public, ça laisse sous-entendre que le prix à payer pour être queer, ça vient avec de la détresse, puis que ça pourrait décourager les enfants de l'être, de se laisser aller, de sortir du placard. Sauf que l'affaire, c'est que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, dans les faits, tu vas l'être, que tu le veuilles ou non. La seule différence, c'est que tu vas pas en parler, mais si la campagne de sensibilisation te dit que c'est correct, il faut que tu en parles, va chercher de l'aide aux besoins pour te faire entendre, si tu te sens en détresse, ça devrait compenser, en tout cas. Ah non, mais la scène des crevettes, elle est dégueulasse, là. Je l'ai écouté avec KCR since 95, là. Puis c'était... dégueulasse. Même, c'est la deuxième fois que je voyais le film, puis j'étais comme, non, dégueu, pas bon.
Ah oui, c'est vrai. Puis j'ai trouvé une contradiction dans ce livre-là que je me suis permis d'utiliser en classe récemment, puis que j'ai l'intention de garder dans mes arguments, là. Tu sais, là, l'argument, là, que les gens disent, ouais, mais là, on devrait pas permettre les thérapies hormonales aux enfants trans, puis là, ils devraient pas prendre des bloqueurs d'hormones, puis etc. ou quoi. Ok, mais pour les enfants trans, c'est pas correct, mais quand un enfant a une poussée de croissance trop rapide, c'est correct d'y donner des bloqueurs d'hormones. On en donne aux enfants. Fait que l'histoire de on devrait pas en donner aux mineurs, c'est ridicule. On donne des bloqueurs d'hormones aux mineurs quand leur poussée de croissance puis leur puberté est trop rapide. J'ai toujours eu l'impression qu'au Québec, tout est contrôlé par le gouvernement. On dirait que les gens ne sont pas responsabilisés, donc ça se reflète aussi dans la façon d'éduquer les enfants. Je suis l'autorité, donc je sais mieux que toi. Il y a peut-être de ça, mais je serais surpris que ce soit un phénomène juste généralisé au Québec, parce qu'il y a plein d'autres pays dans le monde où ils s'embarquent là-dessus. Moi, j'ai plus l'impression que c'est de la discrimination, des crises de gros préjugés, personnellement. Puis, que les adultes aiment ça, avoir du pouvoir sur les gens. Que c'est peut-être galvanisant ou quoi. Puis le problème que doit... Puis une citation que j'aime beaucoup, le problème que doit résoudre l'éducation visant la justice sociale n'est pas le manque de diversité, mais bien la résistance à la diversité. J'adore cette réplique-là. Donc, voilà. Sinon, en plus... Ah oui, c'est vrai. On se prétend contre les chirurgies d'affirmation de genre sur les mineurs, mais on opère les bébés intersexes à leur naissance et on autorise les opérations pour réduire la glande mammaire chez les adolescents qui développent des seins. Donc, ce qui compte, c'est la conformité au nombre de genres, pas la protection des enfants. Fait que, il y a tout plein de petits arguments même que j'adore parce que ça permet de répondre à des arguments de marde que je vois tellement souvent sur les réseaux sociaux, là. Non, mais c'est vrai, je veux dire, non, le prochain qui me dit qu'on est contre les chirurgies sur les enfants, je veux dire, ok, pourquoi on en parle les enfants intersexes, d'abord? Ils ont été faits comme ça. Dieu les a faits comme ça. Mettons, tiens, on réduit les seins des hommes qui en développent. Fait que voilà. Fait que sinon, ah oui, c'est vrai, puis une petite fin intéressante, là, il y a 10 personnes au total qui se sont déplacées pour faire canceller Barbada à l'heure du compte, puis on a cédé pour 10 personnes. Et récemment, on a eu 20 personnes qui ont... On arrête la circoncision aussi, c'est vrai. Puis aussi, très important, récemment, il y a eu 20 personnes qui ont voulu boycotter une librairie, on en a fait un scandale. Puis après ça, Barbada, lors du compte, il y a 10 personnes qui ont voulu la canceller, puis on s'est mis à justifier ça socialement. Il y a comme un problème quelque part, là. C'est ça. Sinon, la conclusion... Sinon, j'avais-tu autre chose? Oui, c'est vrai, j'avais d'autres passages que je voulais vous lire. Donc, s'approprier le corps des jeunes queers. Donc, ça, c'est le début du chapitre. Donc, en janvier 2013, au lendemain d'une énième manifestation contre le mariage pour tous en France, le philosophe Paul B. Bresciado publie une tribune dans Libération en réponse à Frigide Barjot, figure de proue des mobilisations anti-LGBTQ, qui clame là où on veut bien l'entendre qu'il faut protéger le droit des enfants à être élevés par une mère et un père. Il insiste. L'enfant que Frigide Barjot prétend protéger n'existe pas. Les défenseurs de l'enfance et de la famille font appel à la figure politique d'un enfant qu'ils construisent. Un enfant présupposé hétérosexuel et au genre normé. Un enfant compris de toute force de résistance, de toute possibilité de faire un usage libre et collectif de son corps, de ses organes et de ses fluides sexuels. Bresciado prend cette rhétorique mobilisée par les personnes croyant défendre les droits des enfants pour ce qu'elle est, l'incarnation d'une domination adulte qui ne dit pas son nom. L'enfant est toujours un corps à qui on ne reconnaît pas le droit de gouverner, résume-t-il, avant de référer à son propre vécu d'enfant queer. Ce que protégeaient mon père et ma mère, ce n'étaient pas mes droits d'enfant, mais les normes sexuelles et de genre qu'on leur avait eux-mêmes inculquées dans la douleur, à travers un système éducatif et social qui punissait toute forme de dissidence par la menace, l'intimidation, le châtiment et la mort. J'avais un père et une mère, mais aucun des deux ne peut protéger mon droit à la libre autodétermination de genre et de sexualité. Fait que voilà, ça c'était bon. Ensuite, next, 79 à 81, c'est vrai que je voulais vous lire. Protéger nos enfants des influences indues, ça c'est le nom du chapitre ici. Les jeunes queers se font souvent dire par des adultes que leur identité de genre ou leur orientation sexuelle résulterait de pression ou d'influence indue. Dans mon enquête, c'est le cas de 3 jeunes queers sur 4.
Parmi les boucs émissaires identifiés par les adultes, les réseaux sociaux, l'abus sexuel, le vécu hétérosexuel difficile, l'effet générationnel, les amis queer, les neuroatypies, l'éducation woke, ce genre de propos agace et blesse les jeunes queer, qui se sentent infantilisés comparativement à leurs pairs cisgenres et hétérosexuels du même âge qu'on considère comme aptes, dès la petite enfance, à s'identifier au genre qui correspond au sexe assigné ou à se projeter dans des rêves conjugaux et familiaux hétérosexuels. Ma mère me pose des questions sur l'orientation sexuelle de mes amis. Quand je lui réponds que certaines ne sont pas hétérosexuelles, elle me dit qu'il ne faut pas se laisser influencer. Comment elle peut penser que je sors ça à la légère et sous l'influence de quelqu'un d'autre? Si je me laissais influencer, c'est l'hétérosexualité qui aurait dominé. Samira, 16 ans, jeune femme bisexuelle. Mes parents sous-entendent que ma relation hétéro pendant mon adolescence avec un mec cis a influé sur le fait que je me suis tourné vers les femmes. Je pense que c'est plus facile pour eux de penser ça que d'imaginer que je ne m'autorisais juste pas à explorer cette partie de moi. Luna, 17 ans, lesbienne. Mon père pense qu'être trans, c'est un signe de rébellion envers lui et que ça vient de l'influence de certains de mes amis proches. Il veut me punir en m'empêchant Il ne veut pas que je transitionne, il me dit qu'aucun garçon ne voudra de moi, il m'engueule à chaque fois que je mets ma casquette à l'envers car ça fait trop mec, et il me fait des remarques désobligeantes dès que je m'habille de manière trop masculine. Je ressens beaucoup de colère envers lui. Elliot, 17 ans, jeune homme trans et pansexuel. Donc je poursuis. Tenter d'identifier ce qui a influencé une personne à être queer n'est qu'une autre manière de savoir sur qui ou sur quoi mettre le blâme pour cet écart à la norme. D'une certaine façon, c'est le prolongement des recherches sur les causes de l'homosexualité. Or, ces recherches sont très binaires, nombre d'entre elles mises sur des hypothèses d'inversion, qui voudraient que les femmes lesbiennes fonctionnent comme des hommes et les hommes gays comme des femmes. On voit d'ailleurs que rares sont les études en capacité d'appréhender la bisexualité ou la pansexualité, ou l'idée selon laquelle l'orientation sexuelle serait une donnée fluide, susceptible de changer au fil du temps. Sans grande surprise, les études sur les origines des transidentités font leur chou gras de cette présumée inversion et se développent sur des modalités tout aussi binaires. Elles suggèrent tantôt une exposition prénatale ou postnatale à certaines hormones qui seraient propres à l'autre genre, tantôt un laxisme parental dans l'exploration des jouets et des vêtements dits du sexe opposé notamment. On peut en rire de ces recherches, bien des queers le font d'ailleurs au vu de cette incapacité méthodologique à appréhender la fluidité des parcours identitaires. Mais l'acharnement a tenté d'isoler une cause à l'homosexualité, au lesbianisme ou à la transidentité est tout sauf drôle. Il nous dit quelque chose des intentions de ces recherches, car si l'intérêt était uniquement scientifique, on chercherait à connaître les facteurs qui ont un impact dans le développement d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre, quelle qu'elle soit, et pas seulement de l'homosexualité et de la transidentité. L'enjeu est donc idéologique et il est de taille, parce que chercher des causes ou les influences du développement d'une orientation non hétérosexuelle ou d'une identité de genre non cisgenre, c'est tenter de trouver ce qui fait que les choses sont ainsi. C'est essayer de savoir une fois pour toutes s'il s'agit de choix. Autrement dit, est-ce qu'on est ainsi? Est-ce qu'on choisit de l'être? L'orientation sexuelle et l'identité de genre seraient-elles forgées tout au long de la vie, au gré des rencontres, des expériences et des représentations? Considérer que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont choisies, c'est aussi tenir pour acquis qu'elles pourraient ne plus l'être, pour peu qu'on corrige le tir dès qu'un écart à la norme est soupçonné. Pression parentale, adulte par rapport à l'expression de genre ou au rôle de genre, thérapie de conversion, etc. Pour peu qu'on tienne une ligne dure par rapport aux personnes, informations et représentations qui pénètrent la sphère familiale. Pour peu qu'on supervise l'usage des réseaux sociaux des enfants. Pour peu qu'on surveille les messages transmis par l'école, notamment en éducation à la sexualité. Pour peu qu'on protège bien les enfants. Voilà. Avec une bonne réflexion sur ça. Maman joue. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, il existe une forte tradition communautaire et de service public hérité de son histoire sociale. Quand une société cherche énormément à prévenir les risques et à protéger et à encadrer les adultes, les institutions finissent parfois par être perçues comme détenteurs du bon savoir. Les enfants deviennent alors facilement des objets de protection plutôt que des sujets capables de parole. Exactement. Exactement. Sinon, la conclusion de la réflexion de l'autrice est la suivante. Je n'aime pas entendre parler de protection des enfants, ensuite parce qu'il s'agit d'une expression galvaudée, une idée fourre-tout dont on ne sait trop ce qu'elle recouvre. Rendons-la explicite, protéger les enfants, c'est leur donner les outils pour se penser dans une société qui pense trop souvent pour eux. Protéger les enfants, c'est les accompagner dans leurs réflexions et même peut-être surtout si elles ne les dirigent pas dans une direction que nous aurions anticipée. En tant que parents ou adultes, protéger les enfants, c'est leur reconnaître une intelligence et une sensibilité innée. C'est admettre que leurs parcours sont faits de questions et d'exploration, de pas en avant, de pause et de moments de recul. C'est reconnaître que ces moments de recul ne sont pas des erreurs, mais sont partie prenante d'un cheminement vers leur connaissance d'eux-mêmes. C'est leur permettre de prendre acte des erreurs commises par les adultes, même quand nous sommes ces adultes. C'est accepter d'en savoir parfois moins qu'eux sur des questions qui évoluent et qui nous dépassent rapidement sous bien des aspects. C'est considérer que leur intérêt n'est pas dans toutes les circonstances le nôtre et que cela n'a pas à poser problème. Protéger les enfants, c'est aussi et peut-être surtout accepter de reconnaître qu'on participe tous activement à l'exercice d'une violence à leur encontre et ainsi espérer la démanteler. Donc, voilà.
C'est un livre que j'ai adoré, je l'avais acheté au Salon du Livre l'année passée. L'autrice est une sociologue qui travaille au Gris Montréal comme directrice de la recherche. Et l'objectif de son livre, c'était justement de réfléchir sur l'adultisme, c'est-à-dire au fait que les enfants sont considérés comme vulnérables par les adultes, à protéger contre tout, y compris des idées, ce qui contraste avec l'éducation positive et bienveillante. Et ici, on se concentre vraiment sur l'adultisme, donc la posture de domination de la part des adultes sur les enfants, qui vient justifier la protection réelle ou fictive de ceux-ci. Donc, évidemment, elle s'en prend à ceux qui vont s'attaquer aux gens qui hurlent au wokisme, à la mode queer, puis ceux qui ils s'en prennent aux bonnes mœurs et tout. Fait que, bref, c'est ça la démarche. J'ai adoré mes 3 livres. Pour vrai, je les recommande sans hésitation, très chaudement. Fait que j'espère que vous allez vous intéresser à ça. Fait que l'autrice, c'est Gabrielle Richard pour celle-là. Pour l'autre, c'est Étienne. Ben, tu sais, si j'ai à vous dire, en fait, là, achetez-les les 3. Pour vrai, j'ai jamais autant apprécié, genre, du développement sociologique à fond. Puis un livre, bon, lui, c'est pas de la science, c'est pas de la socio, mais c'est de la chiclite, puis moi, j'ai aimé ça. Peut-être que vous allez aimer, surtout si ça vous tente de lire un récit qui parle de retrouvailles au secondaire. Fait, effectivement, de très belles lectures. Bon. Fait que, maintenant, c'est quoi le plan pour le mois prochain si ça se passe bien? J'ai déjà commencé 1000 soleils splendides de Calais Dossini que j'avais prévu lire le mois passé. Je l'ai pas fini, j'ai pas eu le temps de le finir, mais là, je suis rendu à la page 298 sur 400. Ça avance bien, puis à date, c'est un 5 étoiles, c'est vraiment très bon. Ça parle de la réalité des femmes afghanes qui a évolué dans le temps. Puis c'est une histoire fictive par Calais Dossini, l'auteur des Cerfs-volants de Kaboul. C'est très touchant, c'est très poignant, puis ça vient me chercher beaucoup plus que son autre livre, personnellement, là. Parler des réalités des femmes afghanes qui sont pognées avec la charia dans sa forme la plus extrême. Puis on suit l'évolution des droits des femmes du début, hein, parce qu'il y a une époque où ça passait, puis là, avec la montée des talibans, bon, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai prévu lire Cocum de Michel Jean, un livre que j'ai depuis un bon bout de temps, puis que je me dis que ce serait le temps, tu sais, de lire quelque chose par rapport aux Premières Nations. Je suis quand même dû pour ça. Sinon, un livre que j'ai beaucoup de retard sur ça, puis que j'aurais dû lire depuis longtemps. Je me suis dit que tant qu'à l'avoir eu gratuit récemment, vous videz ma bibliothèque, le Da Vinci Code. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Je me suis fait dire que c'était très bon. Mon père l'avait adoré. On verra ce qu'il y en est avec ça. Puis sinon, l'autre livre que j'aimerais ça lire, si j'ai le temps, ce serait L'Attrape-Cœur, un classique de la littérature. Que, tu sais, je me suis fait dire depuis un bout de temps que c'était bien. J'ai hâte de voir si c'est bel et bien le cas. Fait que voilà, ça c'est les lectures que j'ai prévues pour le mois prochain. On verra si j'arrive à toutes les lire. C'est ça. Fait que sur ça, ben merci d'avoir écouté ce petit review de lecture. Prenez soin de vous. Puis on a un raid qui arrive au même moment. On le remercie chaudement. Merci Diad pour ton raid. Bon, fait que je vais mettre fin à l'enregistrement de la vidéo YouTube et je vais accueillir le raid. Et sur ça, ben à la prochaine fois. Salut, salut!